La petite Jasmine jouait au football avec ses amis quand ils se sont arrêtés parce que quelqu'un devait aller faire pipi. Oui, je dois y aller aussi. Ils sont donc tous allés dans les bois et la mâchoire de Jasmine s'est décrochée en les voyant. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi font-ils tous pipi debout comme ça? Jasmine est la plus jeune enfant et la seule fille d'une famille où il n'y a que des garçons. Sa mère étant décédée à sa naissance, elle a grandi avec son père et ses 3 frères. Son père est un homme d'affaires prospère qui peut assurer une vie heureuse à ses 3 fils, mais il a du mal avec Jasmine parce qu'il n'a l'habitude d'élever que des garçons. Bien qu'il ait fait de son mieux pour élever une fille, Jasmine est devenue comme un 4e fils. Elle a les cheveux courts, s'habille comme eux et joue au jeu de ses frères. Elle a même tendance à ne pas se doucher pendant plusieurs jours. Sa chambre est en désordre et décorée avec des affaires de garçons. Ses frères lui ont même donné un nom de garçon. Un jour, alors qu'elle jouait, son frère aîné, Gary, a appelé ses frères et sœurs plus jeunes. L'appel! Comme des soldats, ils se sont alignés du plus grand au plus petit, proclamant leur nom haut et fort. Gary, Aaron, Nick, Jasmine? Ses frères ont froncé les sourcils d'un air désapprobateur. Puis Gary a eu une idée. Non, ça ne sonne pas bien. Que dirais-tu d'un nouveau nom? Un nouveau nom? Pas un vrai nouveau nom, juste un pseudonyme. Quelque chose de cool qu'on peut t'appeler. Qu'est-ce que tu en dis? Bien sûr. Et si on t'appelait Gucci? Gucci, comme la marque de luxe? Ouais, ça a l'air cool. Alors qu'en penses-tu, Jasmine? Tu aimes Gucci? Jasmine hoche la tête, et à partir de ce jour, tout le monde l'appelle Gucci. Elle a appris à l'aimer plus que son vrai nom, et en grandissant, elle a supposé qu'elle était un garçon. Enfin, jusqu'à ce que l'incident d'aujourd'hui se produise. Se sentant complètement déconcertée, Jasmine se précipite à la maison pour raconter à son père ce qu'elle a vu. « Papa, est-ce que je suis un autre type de garçon ?»« Ah non, tu es une fille, Jasmine. »« Une fille? Est-ce que ça a de l'importance ?»« Pas vraiment. » Ok, cool, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Jasmine s'habillait toujours comme des garçons et jouait à des jeux de garçons jusqu'à ce qu'un événement choquant se produise quand elle a eu 12 ans. Un jour à l'école, Jasmine se sent soudain très fatiguée et a mal au ventre. « Puis-je aller aux toilettes, s'il vous plaît ?»« Oui, tout va bien ?»« Oui, je... » Mais au moment où elle s'est levée, le garçon assis à côté d'elle a commencé à crier à leurs camarades de classe. « Gucci, il y a quelque chose sur ton pantalon !» Jasmine a baissé les yeux et son visage s'est mis à rougir. Elle est figée alors que les rires fusent du reste de la classe. Incapable de supporter une seconde de plus, elle a quitté la salle en courant et sans se retourner, bien que son professeur ait crié son nom dans le couloir. Jasmine ne comprend pas ce qui lui arrive et cherche frénétiquement ses frères dans l'école. Lorsqu'elle les retrouve, ils sont tout aussi perplexes qu'elle. Essayant de comprendre ce qu'il faut faire, ils ne réalisent pas qu'ils se sont retrouvés devant l'infirmière. Une fois en sécurité dans le bureau, Jasmine demande « Dites-moi, madame, suis-je en train de mourir ?»« Non. »« Oh mon Dieu, je suis en train de mourir, n'est-ce pas ? J'ai un gros match qui arrive, je n'ai même pas essayé. » »« Tu n'es pas en train de mourir, ça s'appelle les règles, chérie. »« Alors, comment puis-je l'empêcher de se produire ?»« Tu ne peux pas. Ça va continuer à se produire parce que tu deviens une femme. »« Une femme ? Qu'est-ce que... » Mais les problèmes ont continué à suivre Jasmine même après son entrée au lycée. Et l'un de ces problèmes, c'était les filles méchantes. « Nous savons tous que tu es gay, Gucci. Dis-nous pour qui tu es le béguin. »« Eh bien, je t'aime bien depuis longtemps, Tiffany. Tu veux qu'on sorte ensemble ?»« Dans tes rêves ?» Jasmine était satisfaite d'elle-même tandis que le groupe de filles partait en trombe. Un jour, Jasmine descendait les escaliers et a glissé, mais quelqu'un l'a rattrapée. Elle a levé les yeux vers son sauveur et a découvert Mike, le nouvel élève, l'ange qui venait de rejoindre son lycée. C'était la première fois que Jasmine sentait son cœur battre aussi vite, sans compter la fois où elle avait accidentellement fait pipi sur le tapis perçant de son père à l'âge de 4 ans. « Hey, sans blague !» À ce moment-là, Jaden a rapidement saisi l'occasion, a fait semblant de tomber sur eux deux et a dit une réplique qui lui fait encore aujourd'hui admirer ses propres talents de déguisement. « Aïe, aïe, ma cheville! Qui a renversé de l'eau sur les escaliers ?» Jasmine s'est tournée pour regarder la personne qui venait de parler. Puis, une main s'est tendue. « Ça va, frérot ?» Jasmine a rougi et a levé les yeux. Elle a vu Mike lui tendre la main et l'a attrapé timidement. Mais soudain, elle est frappée. « Il m'a appelé frérot !» À partir de ce moment-là, Jasmine a croisé continuellement Mike en classe, à la bibliothèque, et elle est tombée amoureuse de lui. Mais à chaque fois que Jasmine le salue, « Hé, quoi de neuf, frérot ?» Mais Jasmine ne voulait pas qu'il soit son frérot. Elle voulait qu'il soit son bébé. Elle a décidé qu'il était temps de faire quelque chose. Jasmine met secrètement de la nourriture et des sucettes dans le casier de Mike et se fait surprendre par Tiffany. « Tu sais que c'est un casier de garçon, n'est-ce pas ? Désolée si tu es déçue que ce ne soit pas le tien. Pourquoi tu n'abandonnes pas pendant que tu le peux, Gucci ? Mike aime les vraies filles, je parie qu'il ne sait même pas que tu es censé en être une. » Alors que Tiffany rit, Jasmine rougit de colère. Elle s'en va, bien décidée à devenir le genre de petite fille dont Mike pourrait tomber amoureux.
Jasmine pensait qu'elle allait devoir se changer de l'intérieur et que ce serait sa première destination. Cependant, très embarrassée, elle porte un sweat à capuche pour se couvrir entièrement. Jasmine remarque soudain une vendeuse qui la suit dans le magasin. « Je vais avoir besoin que la sécurité vienne ici maintenant. Ce mec est suspect. »« Non, 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 je ne fais que naviguer. J'essaie de trouver un cadeau d'anniversaire pour ma sœur. » Ah, d'accord. Nous en avons des en dentelle, des couleurs vives comme le vert néon et le jaune vif que les chiens, les mecs, aiment vraiment. Jasmine se sent étourdie. Le simple fait d'imaginer porter l'un de ses vêtements la mettait mal à l'aise. Elle remercie rapidement la vendeuse pour son aide et lui dit qu'elle reviendra, puis sort précipitamment du magasin. Pourquoi il est si difficile d'être une fille? J'aimerais avoir des copines pour m'aider, et je n'ai aucune idée de ce que je fais. Dès que Jasmine est sortie, elle a remarqué Jaden en train de s'examiner devant une porte vitrée. Excellent. Ma couverture en tant que Jaden est parfaite. Personne ne saura qui je suis vraiment. Mince, encore ce type. Il avait l'air tellement obsédé par lui-même, plus féminin que je ne pourrais jamais l'être. Jasmine a alors immédiatement eu une idée brillante, mais Jaden était déjà parti. Le lendemain, Jasmine revoit Jaden qui discute avec enthousiasme avec les commères. Est-ce que ces filles savent aller droit au but? Ces commérages sont épuisants. J'ai juste besoin qu'elles disent quelque chose de pertinent sur Mike pour que je puisse continuer mon enquête. Quand les méchantes filles sont parties, Jasmine a enfin trouvé le courage de lui faire sa proposition. Peux-tu m'aider à être plus comme ces autres filles? Comme quoi? Bavarde? Plus, je sais pas, féminine? Non merci. Oh, allez, je sais que tu l'as en toi. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. J'ai un travail à faire. Jaden commence à s'éloigner, mais Jasmine ne le laisse pas faire. S'il te plaît, je veux que Mike m'aime et il n'aime que les filles. Jaden se rend compte que c'est une bonne occasion pour lui d'approcher Mike au lieu de l'approcher directement, ce qui pourrait facilement éveiller les soupçons, alors il accepte. Ensemble, Jaden et Jasmine ont découvert qu'il semblait aimer les vêtements de créateurs. Il adorait aussi beaucoup Kendall Jenner. On dirait que Mike a des goûts de luxe. L'argent n'est pas un problème. Puis, elle a entraîné Jaden au centre commercial. Ils ont acheté toutes sortes de robes de créateurs, des talons hauts et de sacs, ce qui a fait tomber la mâchoire de Jaden. Mince, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi riche. Mon père est une sorte de collectionneur. Il aime les antiquités et autre chose. Tu vois les vieux tapis persans, les œuvres d'art originales, les vases en porcelaine? Il a un bon travail, alors je suppose qu'il peut se permettre un passe-temps aussi coûteux. Ensuite, Jaden a aussi appris à Jasmine à marcher et à se comporter comme une fille. Jasmine a eu beaucoup de mal. Elle était tellement habituée à agir comme un garçon qu'agir comme une fille lui était plus étranger que la verrerie nordique de son père. Comment se fait-il que tu sois meilleure que moi pour être une fille? Parce que j'ai passé des jours et des nuits à faire des recherches sur ce personnage pour pouvoir maîtriser tous ces trucs de fille. Oh, je suppose que tout est dans mon jean. Et cela a fait tomber Jasmine à la renverse en riant. Le lendemain, Jasmine se présente à l'école avec son tout nouveau look et se retrouve immédiatement sous les feux de la rampe. Cependant, les seuls qui ne semblaient pas l'avoir remarqué sont Mike et Tiffany. Ce plan semble être un échec. Tu ne peux pas perdre la course avant même d'avoir atteint la ligne de départ. Ah, il semble avoir encore plus confiance en moi que je n'ai confiance en moi-même. Il faut faire confiance au processus, je suppose. Et effectivement, les jours suivants, Jaden a fait de son mieux pour aider Jasmine à approcher Mike. Au déjeuner, lorsque Mike passe devant leur table, Jaden fait tomber délibérément la pomme de Jasmine que Mike attrape juste avant qu'elle ne tombe par terre. « Je peux m'asseoir ici ?» Au bout de quelques jours, Mike est tombé dans le panneau. Il a retrouvé Jasmine à la fin de la journée pour lui demander de sortir avec lui. « Alors, ça n'a pas marché entre toi et Tiffany ?» Psst, non. J'ai découvert que tous ces vêtements de marque étaient des contrefaçons. C'est incroyable, non? Je déteste les menteurs. Et toi? Ouais, carrément. Bref, est-ce que c'est oui pour un rendez-vous? Absolument. Qui est tombé dans le panneau alors? Très vite, Jasmine et Mike sortent officiellement ensemble, et Jaden n'a pas manqué l'occasion de les suivre 24/7. Jaden semblait toujours sorti de nulle part pour interrompre leur conversation. Du coup, parle-nous un peu de toi, Mike. Où habites-tu? Quel est le travail de ton père? Eh bien, j'ai perdu ma mère trop jeune pour me souvenir d'elle, et depuis, je vis avec ma nounou. Mon père vient parfois, mais il est souvent en voyage d'affaires. Ça doit être dur. Je veux dire, j'ai aussi perdu... Pourquoi est-il si occupé? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Le visage de Mike semble s'assombrir, et Jasmine ne peut s'empêcher d'être un peu agacée par la présence constante de Jaden. Elle n'est pas sûre de savoir qui sera avec Mike. Mais il y a des avantages à avoir Jaden à ses côtés en permanence. Il est le sauveur de Jasmine lorsqu'il faut commander de la nourriture, car Mike a un régime alimentaire et une routine de soins de la peau terriblement stricte. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon sur ce menu? Je ne peux pas manger ces aliments gras et frits. Pas de soda non plus. Seulement des smoothies et du lait sans sucre. Je vais à la salle de sport 4 fois par semaine et au spa le reste du temps. Tu devrais venir avec moi un jour. Bien sûr, ça a l'air cool. Pour garder son image de fille,
Jasmine essaie de prendre délicatement quelques bouchées de salade et ignore sa faim. Heureusement, Mike doit partir tôt, et une fois qu'il est hors de vue, Jaden a fait glisser son assiette pleine de nourriture vers Jasmine. Tiens, tu pourrais agir dans ton habitat naturel maintenant. Oh, merci beaucoup. Alors que Jasmine commence à engloutir son repas, Jaden attrape le verre que Mike n'a pas terminé et en boit une gorgée. C'est quoi ce poison? J'aurais dû te dire que c'était la seule chose que Mike trouvait acceptable sur le menu. Un smoothie aux choux frisés sans sucre. Burk! Pas étonnant qu'il n'ait même pas pu le finir. Ils ont ensuite passé une excellente soirée à discuter et à manger des aliments délicieusement gras et frits. Alors qu'ils rentraient chez eux, Jasmine s'est tordue la cheville. N'étant toujours pas habituée à porter des talons hauts, Jaden s'est empressé de prendre Jasmine sur son dos et a continué à marcher. Une tranquillité confortable s'installe entre eux. De plus en plus gênée, Jasmine rompt le silence. « Suis-je trop lourde pour toi ?»« En fait, oui. La prochaine fois, diminue le poulet avant de te tordre la cheville. »« Comment oses-tu ?»« Je plaisante. Tu es bien. Tu n'es pas lourde du tout, je veux dire peut-être un peu. »« Oh, tais-toi, espèce d'abruti !» Les deux partagent leur rire joyeux sous les éclairages de la rue. Pendant ce temps, après avoir vu Jasmine et Mike ensemble, Tiffany a piqué une crise et s'est dit qu'elle ne les laisserait pas s'en tirer aussi facilement. Un jour, alors que Jasmine et Mike discutaient de la prochaine sortie, Jaden a immédiatement saisi l'occasion. « Alors, allons chez Mike. Allez. »« D'accord, c'est chez moi. Allons-y. » Quand ils sont arrivés, Jaden n'a pas pu s'empêcher d'admirer la maison et a regardé partout. Mais Dieu seul savait qu'il cherchait juste des indices. Tout en restant dans son personnage, Jaden a touché un peu à tout, s'accrochant à Mike et s'extasiant surtout. Cette maison est magnifique et immense. Ça doit être génial de vivre pratiquement tout seul avec tout ça. Est-ce que ton père est ici par hasard? On aimerait bien le rencontrer. Pendant ce temps, Jasmine commençait un peu à se sentir mal à l'aise devant l'obsession que Jaden semblait avoir pour Mike. Est-il gay? Je veux dire que c'est bien, mais il pourrait simplement le dire. Plus tard, quand ils se sont retrouvés seuls tous les deux, Jasmine s'est dit qu'il était temps de confronter Jaden. Je me demandais, est-ce que tu as le béguin pour mon petit ami? Jaden est resté abasourdi pendant une seconde et avant qu'il ne puisse y penser davantage, il a souri sournoisement et a pressé Jasmine contre le mur. « Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'aime les filles !» Jasmine n'arrivait pas à réfléchir avec le visage de Jaden si près du sien. « Tu veux que je te le prouve ?» Agacée, elle s'éloigne précipitamment, le cœur battant, rougissant à vue d'œil. « J'aimerais que tu arrêtes d'être la troisième roue du carrosse. Merci de m'avoir aidé à approcher Mike, mais maintenant que nous sortons ensemble, j'apprécierais que tu nous laisses un peu d'espace, s'il te plaît. » Jaden a été pris au dépourvu pendant une seconde, puis a dit calmement. « Tu as raison. Désolé. Je vais me retirer. Je n'ai pas obtenu des informations sur le père de Mike pendant tout ce temps. Il faisait vraiment profil bas et peut-être que Mike ne savait rien de ce que faisait son père. Le FBI devrait peut-être trouver une autre façon d'aborder cette enquête. » Jaden est loin de se douter que Jasmine est devenue un élément inattendu de son plan d'enquête. Jaden a été déconcerté pendant une seconde, puis a dit calmement « Tu as raison, désolé. Je vais me retirer. Être la troisième roue du carrosse pendant tout ce temps ne m'a pas permis d'obtenir des informations sur le père de Mike. Il faisait vraiment profil bas. Et peut-être que Mike ne savait rien de ce que faisait son père. Le FBI devrait peut-être trouver une autre façon d'aborder cette enquête. » Jaden est loin de se douter que Jasmine est devenue un élément inattendu de son plan d'enquête. Par la suite, Jasmine et Mike ont eu des rendez-vous privés, juste pour eux deux. Mais Jasmine s'est sentie de plus en plus éloignée de lui. Pourquoi cette perruque est-elle si longue? Et ces putains de chaussures? Pourquoi les filles veulent-elles se torturer avec ces choses? Jasmine pense à la dernière fois qu'elle a été avec Jaden. Comment elle aurait pu enlever ses stupides talons et apprécier d'être portée par lui? Mais bien sûr, cela ne pourrait jamais se produire devant Mike. Jaden a tenu sa promesse et nous laisse tous les deux seuls. Mais pourquoi ai-je l'impression qu'il manque quelque chose? Tu es très belle aujourd'hui. Ce collier est divin. Ah oui, je l'ai pris dans le cabinet d'antiquité de mon père ce matin. Je suppose qu'il a appartenu à une ancienne reine égyptienne. Mon père en a beaucoup. Oh, vraiment? Comment ça se fait? Eh bien, il a développé une passion très profonde pour la collection d'antiquités et a rempli toute notre maison plein de choses. Intéressant. Juste à ce moment-là, Mike savait exactement quoi faire ensuite avec la riche et naïve Jasmine, alors qu'elle est encore totalement ignorante. Ce soir-là, Jasmine a du mal à s'endormir. Elle se demande comment Jaden peut disparaître comme ça. Très bien, ne me laisse pas te revoir. Je te forcerai à me regarder manger 10 seaux de poulet frit, puis à courir 10 tours en me portant. Jasmine ne réalisait pas, cependant, que derrière son inexplicable frustration envers Jaden, il lui manquait, en fait. Le lendemain, dès que Jasmine arrive à l'école, Mike s'approche d'elle de toute urgence. « Est-ce que je t'ai dit que j'allais avoir 16 ans ce week-end ?»« Non, tu n'as rien dit. Tu as prévu quelque chose de spécial pour ton grand jour ?»
Oui, en fait c'est pour ça que je suis venue te trouver. Je voulais m'assurer que tu avais assez de temps pour mettre la plus belle des tenues, parce que je voudrais que tu rencontres mon père là-bas. Tu dois lui faire une bonne impression. Waouh! Je vais devoir y réfléchir, ok? Après cela, Jasmine a cherché Jaden partout, mais n'a trouvé aucune trace de lui. Jaden, où étais-tu passé? Ce soir-là, alors que Jaden discute de la situation avec son partenaire, il est surpris de voir la silhouette de Jasmine à la porte. Comment a-t-elle trouvé le chemin jusqu'ici? Comment oses-tu t'absenter ces derniers jours? Tu te rends compte du nombre d'excuses que j'ai dû donner au superviseur des étudiants juste pour avoir ton adresse? Puis Jasmine a commencé à parler à Jaden de son dernier rendez-vous avec Mike, du fait qu'elle pensait que Mike n'était pas le bon parti pour elle, et que Mike voulait la présenter à son père lors de la fête d'anniversaire de Mike. Je pense qu'il faut que je rompe avant que la famille ne s'en mêle. Cependant, après que l'équipe du FBI se soit retrouvée dans une impasse parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir d'informations, Jaden a réalisé que cette fête était une occasion unique pour eux d'attraper le voleur. Attends, tu ne peux pas abandonner si tôt, tu étais si déterminé à conquérir Mike tout à l'heure, ne le laisse pas tomber comme ça, attends au moins la fin de la fête pour prendre ta décision. Oui, tu as raison, je vais aller à la fête. Après cela, Jasmine est partie. Elle essaie de ne pas ressentir la tristesse qui monte en elle, mais la nuit où Jaden et elle ont failli s'embrasser se répète dans sa tête. Les choses seraient-elles différentes si j'avais avoué mes sentiments à Jaden? Je devrais lui faire savoir ce que je ressens pour lui. Jasmine retourne donc chez Jaden. Alors qu'elle était presque arrivée, elle l'a vu raccompagner quelqu'un. Hein? Il y avait une autre personne chez lui? Pourquoi ne l'ai-je pas vu à ce moment-là? Jasmine s'est rapidement cachée derrière un mur à l'abri des regards. Cette fête est sûrement notre ticket d'or, et nous pensions que le fait que tu te sois fait passer pour Jaden et que tu aies relooké ce type était inutile. C'est une femme et son nom est Jasmine. Oh, quelqu'un a eu des sentiments. Et n'oubliez pas que vous êtes un agent du FBI, James. Ah, Jaden, c'est ça. Jasmine ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre et de voir. Quand l'homme est parti, elle s'est précipitée sur Jaden. Quand allais-tu me parler de ta double vie, James? J'aimerais pouvoir tout te dire, mais je ne peux vraiment pas. Mais je ne nierai pas ce que tu as entendu. Je suis un agent du FBI et je me suis fait passer pour un lycéen pour suivre Mike. Jasmine, s'il te plaît, écoute-moi. Je te dirai tout au bon moment. Donc, je n'étais qu'un outil que tu utilisais pour te rapprocher de Mike, et comme ça n'a pas marché, tu en as fini avec moi. Non, ce n'est pas. Et pourquoi Mike? Qu'est-ce que tu attends de lui? Je ne peux rien te dire d'autre pour l'instant. Mais s'il te plaît, fais attention avec lui, d'accord? Il n'est pas aussi gentil qu'il le laisse paraître. Je vais envoyer des agents du FBI pour garder un œil sur toi à la fête. Non, tu ne le feras pas. Tu ne feras rien parce que toi et le FBI, vous allez me laisser tranquille. Jasmine, s'il te plaît. Même si ça lui faisait mal de le regarder à nouveau, Jasmine s'est retournée. Mes amis m'appellent Gucci. Je suppose que tu ne le saurais pas. Bien que Jasmine soit toujours en colère contre Jaden, elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi le FBI a dû envoyer des gens poursuivre Mike. Soudain, elle se souvient de la conversation entendue. Cette fête était sûrement notre ticket d'or, et nous pensions que le fait que tu te sois fait passer pour Jaden et que tu aies relooké ce type avait été inutile. Peut-être que je pourrais trouver la réponse à la fête d'anniversaire de Mike? Dans les jours qui ont suivi, Jaden s'est acharné à essayer par tous les moyens de se faire pardonner par Jasmine. Il lui a envoyé des messages sur toutes les plateformes sociales, de Facebook à Instagram en passant par Twitter. Elle l'a bloqué sur chacune d'entre elles. Il a fait voler des avions en papier sur lesquels on pouvait lire « Je suis désolée » dans la chambre de Jasmine. Mais elle s'est contentée de le regarder froidement à travers la fenêtre tout en déchirant les avions et en les jetant à la poubelle. Un matin, Jasmine s'est réveillée et a même trouvé une colombe qui lui a remis la lettre d'excuse de Jaden, mais elle a toujours ignoré. La fête d'anniversaire de Mike arrive enfin. Pourquoi est-ce que je me sens si déstabilisée? C'est peut-être à cause du hamburger de Gary cet après-midi? Pendant ce temps, Mike était lui aussi perdu dans ses propres pensées. Est-ce que papa va pouvoir continuer son plan? Je me demande sous quel déguisement il va se présenter. C'est alors que Tiffany s'approche d'eux. Mike, j'ai un cadeau pour toi. Mike ouvre l'enveloppe et découvre des photos de Jasmine de l'époque où elle était un garçon manqué. Je voulais juste te rappeler la personne avec qui tu sors vraiment. Je me fiche de qui elle était avant, parce que j'aime celle qu'elle est maintenant, ma merveilleuse petite amie. Jasmine se sentait en partie reconnaissante des sentiments de Mike pour elle, mais elle était aussi épuisée par la pression d'essayer d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Si seulement tu savais que ce n'est pas la vraie moi. Alors qu'il s'éloignait, Mike s'est approché et a chuchoté à l'oreille de Jasmine. Allons rencontrer mon père, en privé. Jasmine suivit Mike sur le toit, mais elle a vu personne quand ils sont arrivés. Où est-il? Sois patiente, il arrive toujours à l'heure. À ce moment-là, un vieil homme à l'air aimable apparut. Jasmine regarde autour d'elle, confuse, se demandant d'où il vient. Avant qu'elle ne puisse se présenter, il commence à parler. Vous devez être la charmante Jasmine. Mike m'a beaucoup parlé de vous. J'ai entendu dire que votre père est un célèbre collectionneur d'antiquités. Oui, vous connaissez mon père? Je sais qu'il a quelque chose de très convoité. Jasmine n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Elle se tourne vers Mike et le voit dire « C'est toi. Viens ici, ma fille, j'ai un cadeau pour toi. Une bague en diamant qui est parfaite pour tes mains délicates.
Jasmine hésite, mais d'une manière ou d'une autre, elle se retrouve à tendre lentement la main. Juste avant que sa main ne touche la sienne, il y eut un bruissement. Rah! Soudain, il y eut une forte explosion et la fumée a envahi l'air. Jasmine est tombée sur le sol inconsciente. Jaden se précipite et voit le père de Mike disparaître dans la fumée et s'enfuir. Sa tête lui dit de les poursuivre, mais en voyant Jasmine étendue sur le sol, il court immédiatement vers Jasmine et la porte hors de là. Jasmine se réveille et voit son père et ses 3 frères se tenir anxieusement autour d'elle. Grâce à leur témoignage, elle sait qu'un message anonyme a été envoyé à son père la nuit dernière, exigeant qu'il lui remette un précieux colis en échange de Jasmine. La police a confirmé que l'expéditeur de ce message menaçant est un voleur de carrière. Mais je me demande comment il a su que notre famille avait ce collier. Jasmine se souvient avoir porté ce collier pour voir Mike et lui avoir révélé que son père était un collectionneur d'antiquités. Est-ce que ce voleur pourrait être... Rappelle-toi qu'il fait ça depuis longtemps, on l'appelle le voleur fantôme. Il a sûrement un talent pour repérer les objets de valeur et échapper à la police. Malheureusement, c'est la même chose cette fois. En fait, ce jeune policier aurait pu l'attraper, mais il a choisi de sauver votre sœur. Notre famille lui doit beaucoup. Ce jeune policier, c'est Jaden ? Plus tard, Jaden est venu rendre visite à Jasmine à l'hôpital. Peux-tu me dire la vérité maintenant ? Est-ce que le FBI poursuit un criminel de carrière qui n'est autre que le père de Mike ? Tu as raison. Parce qu'il travaille de manière mystérieuse, j'ai dû l'approcher par l'intermédiaire de son fils Mike. Alors pourquoi ne l'as-tu pas arrêté quand tu en avais l'occasion ? Tu n'attendais pas ce moment ? Parce que tu étais en danger. À ce moment-là, je ne pouvais penser qu'à te rattraper. D'accord, je te l'accorde. Peux-tu me dire ce que tu as découvert ? Peut-être que je peux t'aider ? Jaden raconte alors à Jasmine qu'en espionnant Mike, il a découvert que ce dernier était informateur de son père. Mike écumait les filles riches, puis indiquait les cibles à son père qui volaient leurs objets de valeur. C'est pourquoi Mike avait déjà ciblé Tiffany, mais dès qu'il a appris qu'elle était une fausse fille riche et que Jasmine était la vraie, il s'est concentré sur Jasmine. Je suis vraiment désolé de t'avoir caché la vérité pendant si longtemps. Je tiens vraiment à toi et j'essayais de t'éviter d'être blessé, et tu l'as été quand même. Je suis désolé, j'espère que tu pourras me pardonner. Tu m'as sauvé la vie après tout. Je pense qu'on peut dire que nous sommes quittes, donc qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Je ne sais vraiment pas. J'ai peut-être une idée. Ailleurs, Mike et son père étaient en train de comploter. Je ne pensais pas que cette mauviette de Jaden soit au FBI. Ne t'inquiète pas, je sais comment m'occuper de lui. Le lendemain, les nouvelles font état d'une vente aux enchères d'antiquités. Une exposition unique provenant de la collection privée d'un seul homme sera vendue aux enchères au plus offrant. La collection comprend des antiquités du monde entier, y compris un collier qui aurait appartenu à Cléopâtre. Sa valeur est estimée à plus de 100 milliards de dollars. Les rues étaient également recouvertes de panneaux d'affichage et de banderoles concernant cette vente aux enchères. Le soir de la vente aux enchères, tous les VIP de la classe supérieure se sont rassemblés dans le hall principal de l'hôtel pour se préparer au grand événement. En outre, des centaines d'agents de sécurité et de policiers ont été engagés pour surveiller les bijoux de la vente aux enchères 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant le début de la vente aux enchères, le père de Jasmine a prononcé un discours de bienvenue à l'attention de tous les invités. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous accueillir à la vente aux enchères d'aujourd'hui. Comme vous le savez, je collectionne les antiquités en tant que hobby, alors pour partager un peu de la joie que cette collection m'a apportée, les bénéfices de la vente aux enchères d'aujourd'hui seront reversés à l'orphelinat. Monsieur, est-il vrai que le collier de Cléopâtre sera également vendu aux enchères aujourd'hui ? C'est vrai, mais il n'est pas ici. Il est actuellement gardé dans un endroit très sécurisé que même un moustique ne pourrait pas traverser et il sera présenté lors de la phase finale. Vous n'avez pas peur que le voleur fantôme, maître du déguisement, le vole ? Eh bien, il peut certainement me tester, ha ha ha. Toute la foule a éclaté de rire sans le savoir. Dans un coin, une élégante dame les observait tous avec un sourire en coin. À 9h précises, alors que les bruits de la vente aux enchères résonnaient dans les couloirs de l'hôtel, quelqu'un vêtu d'une chemise noire et portant un sac à dos apparut à la porte, essayant de mettre une clé dans la serrure. Passe un geste, main sur la tête, coincez voleur. Je ne pas... Dans le hall, le chaos règne alors que l'on ait appris que le voleur fantôme s'est approché du trésor. Jasmine est elle aussi très nerveuse. Très vite, un officier de police entre en scène. Ne vous inquiétez pas, le voleur a été appréhendé par la police alors qu'il tentait d'ouvrir la porte. La vente aux enchères se poursuivra comme prévu. Tout le monde se sentit soulagé et la salle éclatait en applaudissements. À ce moment-là, la dame élégante et mystérieuse se dirigea tranquillement vers l'ascenseur en direction de l'appartement terrasse. Elle s'est ensuite glissée dans la pièce et a récupéré le collier sans difficulté. Ces stupides flics doivent être en train d'amener cet imbécile au poste de police. Elle met ensuite la boîte dans son sac et quitte la pièce. Soudain, un vieux concierge lui rentre dedans. Je suis terriblement désolé, mademoiselle. L'élégante dame grommela, puis utilisa la sortie de secours pour se précipiter sur le toit. Sur le toit, un hélicoptère attendait déjà avec Mike à l'intérieur. Le père de Mike lui donne rapidement le collier. Au moment où l'hélicoptère décolle, des policiers se précipitent pour l'attraper. On t'a eu enfin, sale fouine. Ah ah, j'ai toujours le collier, j'ai encore gagné, bande d'idiots. Oh, tu veux dire ce collier ?
Quoi? Comment as-tu pu? Il s'est avéré que Jayden avait échangé la boîte lorsqu'ils se sont croisés dans le hall. Après cet aveu, dans l'hélicoptère, Mike s'est empressé d'ouvrir la boîte qui s'est avérée n'être qu'un jouet. Non! Après que la police a emmené le père de Mike, Jasmine et son père se sont précipités vers Jayden. Merci beaucoup d'avoir sauvé ma fille et d'avoir attrapé le voleur. Merci pour votre aide, nous n'aurions pas pu l'attraper si vous n'aviez pas fabriqué cet événement. Tout était l'idée de Jasmine, et l'événement lui-même n'était pas faux. Toutes les antiquités vendues aux enchères ce soir étaient réelles, et les bénéfices iront toujours à une œuvre de charité. On l'a fait. Tu as raison, on l'a fait. Que s'est-il passé avec l'autre voleur qui s'est fait attraper plus tôt? Oh, il a été engagé pour distraire le FBI, mais nous savions dès le départ que ce n'était pas notre voleur. Heureusement, l'annonce de l'arrestation était juste la chose dont nous avions besoin pour que le père de Mike passe à l'action et lui fasse croire qu'il allait s'en tirer. Maintenant, j'ai juste besoin de savoir comment tu as échangé ces boîtes si facilement. Es-tu aussi un magicien? Non, je suis juste moi. Le lendemain, Jayden a enfin eu un peu de temps seul avec Jasmine et il était enfin temps de lui raconter la suite de tout. Ce n'est peut-être pas à moi de te le dire, mais je comprends ce que tu ressens. Tu essaies d'être quelqu'un. C'est mon travail, mais ce n'est pas à toi de changer pour que les autres t'aiment. Les bonnes personnes sont celles qui t'aiment pour ce que tu es vraiment. Des personnes comme moi. Jasmine était touchée. Elle avait tant de choses à dire, mais elle était tout simplement sans voix. Elle se tourna vers Jayden et rougit en voyant son profil. Tu vas bien? Jasmine allait répondre, mais elle a de nouveau hoqueté. Je pense que je sais quoi faire. Je venais juste d'arriver à l'école, mais je savais que quelque chose se tramait. Mec, c'est quoi toute cette agitation? Carl a encore fait quelque chose de fou? Regarde ça! Mon Dieu, dégueulasse, désolé, mauvaise direction. Par ici. Voilà, Madame Durand, la nouvelle directrice de notre école. En face de moi se trouvait une femme à l'air sévère qui dégageait une aura terrifiante. C'était inattendu, car nous pensions tous que Monsieur Dupont prendrait la tête du groupe, puisqu'il était sous-directeur de l'école depuis presque toujours. Soudain, les téléphones de tout le monde ont vibré. Pourquoi ce visage sévère? Elle a l'air tellement en colère contre le monde. Est-elle allergique à notre peau? Toutes les jupes sont trop courtes, lol. Pas de soirée dansante cette année. Incroyable. Est-elle une directrice d'école ou une prisonnière? Je vous préviens les gars, elle connaît notre endroit secret pour fumer. Mon Dieu, regardez tous ces visages collés à leur téléphone portable. Les marchands de rumeurs. Les jours suivants, les rumeurs sur notre nouvelle directrice semblaient être partout. Les infos la concernant étaient plus recherchées que les billets pour Imagine Dragon. Dès le premier jour de l'arrivée du directeur ici, une série d'histoires bizarres ont commencé à circuler. Un jour, je suis entré en classe et j'ai entendu l'histoire la plus ridicule du monde. Mon école était hantée. Des idiots. Je me suis glissé sous la table puis j'ai soudainement levé la tête et crié « Bouh !» ce qui a fait sursauter tous mes amis. Haha, les nuls. C'est n'importe quoi ces trucs de fantômes. Tu n'y crois pas, hein? Pourtant, Stéphanie l'a vu. Oh non, Stéphanie, je ne savais pas qu'on avait entraîné mon crush dans ces rumeurs idiotes. C'est d'habitude une fille intelligente, je ne sais pas ce qui lui a prise. Stéphanie a baissé la voix et a commencé à parler avec passion de sa rencontre fortuite avec une silhouette devant le bureau du directeur. Mais le pire de tout, avant qu'elle puisse l'observer de près, elle a disparu. C'était probablement juste l'agent de sécurité. Non, quand je suis parti, je l'ai quand même vu s'assoupir dans sa chambre. Il a même vérifié la caméra. Il a vu Stéphanie debout et disant bonjour même s'il n'y avait personne. Flippant, non? Puis l'histoire a continué quand quelqu'un a dit que le nouveau directeur était une sorcière et apportait des forces maléfiques à l'école. Oh mon Dieu, Stéphanie, j'ai besoin de la sortir de cette histoire absurde tout de suite. Mais peu importe ce que je disais, elle insistait. Je l'ai vue de mes propres yeux. Et si elle était vraiment capable de magie noire? Ah, allez, on n'est plus des enfants, Steph. Les forces du mal, les sorcières, les démons, ils ne sont pas réels. Mais c'est toi qui risques d'avoir des problèmes quand la directrice sait qui répand à cette rumeur. Josh, ça me rend folle. J'ai besoin de confirmer ce que j'ai vu. Mais j'ai peur. Tu peux venir avec moi, s'il te plaît. J'ai hésité un moment, puis j'ai hoché la tête. Ok, porte de derrière, 22h du soir. Finissons-en avec ça. Ce serait une bonne occasion d'impressionner mon béguin, non? Cette nuit-là, je suis arrivé tôt à notre point de rencontre et j'ai attendu. Il faisait froid et honnêtement, j'avais la chair de poule. Ok, calme-toi, Josh. Les fantômes n'étaient pas que des tours de l'esprit. Il est temps de montrer à ma future copine combien j'étais fort. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, une main a soudainement touché mon épaule. Mon Dieu, Stéphanie? Tu sais l'heure qu'il est? Oh, désolé, je suis un peu en retard. Je t'ai fait peur? Bien sûr que non. Rentrons à l'intérieur et mettons fin à ton obsession. Mais comment on est supposé rentrer? Stéphanie a pointé un grand trou dans la clôture de l'école, caché par un buisson.
On s'est faufilé à l'intérieur et a réussi à éviter le garde de sécurité. C'était du gâteau. À l'intérieur, tout le couloir de l'école était plongé dans le noir, et la lumière de la rue brillait à travers les fenêtres en verre. Le scénario ressemblait à un film d'horreur. Mais il n'y avait rien à craindre, n'est-ce pas? On marchait vers le bureau du directeur avec la lampe de poche, quand soudain, un cri strident a donné envie à mon cœur de s'arrêter. Stéphanie s'est accrochée à moi de peur. « Relax, je pense que c'est juste le son des haut-parleurs qui crépite. Tu as peur, Steph ?» Non. Allons-y. Mais dès que le bruit s'est arrêté, un autre son effrayant a commencé. Des pas. L'agent de sécurité nous avait-il déjà repérés? Je me suis retourné et il n'y avait rien d'autre qu'un espace vide. Juste comme ça, nous avons continué à marcher. Et ils ont marché aussi. Quand nous nous sommes arrêtés, ils se sont arrêtés. Dès que les pas ont commencé à se précipiter vers nous, j'ai attrapé la main de Stéphanie et couru aussi vite que possible jusqu'au bureau du directeur. Et j'ai claqué la porte. Écoute, les bruits de pas étaient probablement ceux de l'agent de sécurité. Et tu vois, clairement, nous sommes les seuls ici. Alors arrête de croire à ces choses, ok? Je venais de finir de parler quand soudain la porte s'est ouverte. Et je pouvais voir une silhouette immobile qui se tenait là. C'est lui! Bon sang, j'avais tellement peur que j'ai fermé les yeux et me suis accroché à Stéphanie. Puis quand j'ai ouvert les yeux, l'ombre se déplaçait vers nous. Terrifié, je me suis précipité vers la porte pour m'échapper. Et bang! Moi et le fantôme sommes tombés. Michel, tu vas bien? Michel? Nous étions tous les trois assis sur le trottoir devant l'école. Je n'avais pas besoin du vent froid pour me glacer le cœur, car il s'avérait que Stéphanie avait déjà un petit ami. Et ce petit ami n'était autre que Michel, mon meilleur ami. Autant pour moi de perdre mon temps à jouer les héros. Et si vous vous demandez pourquoi Michel était là, c'était pour aider Stéphanie à monter cette pièce fantôme. C'est vrai, le crépitement et les bruits de pas ont tous été faits par lui. Attends, pourquoi elle a inventé cette histoire de fantôme? Elle a même préparé une pièce entière pour qu'on la reconnaisse. Stéphanie a expliqué que c'était parce que la nouvelle directrice était trop sévère, créant les règles strictes et rendant la vie difficile aux élèves. Mais je pense qu'aucune de ces règles ne l'affecte beaucoup. Je veux dire, Stéphanie a toujours été une élève modèle. Alors pourquoi a-t-elle dû aller jusque ce point? J'ai demandé, mais Stéphanie m'a ignoré et m'a demandé de garder le secret. Les jours suivants, les gens ont continué à me questionner sur mon expédition nocturne. Au début, j'ai gardé le silence. Je ne voulais pas être impliqué dans des rumeurs ennuyeuses et me rappeler comment ma meilleure amie s'est avérée être ma rivale en amour. Mais les rumeurs sur l'école hantée se sont vite répandues et ont atteint la presse. La peur s'est emparée de l'école. Certains élèves ont même changé d'école parce qu'ils avaient trop peur. Même si je n'étais pas trop fan de la nouvelle directrice, Stéphanie est allée trop loin. Un jour, j'étais sur le point de le trouver pour régler ça, quand je l'ai vu marcher seul dans l'escalier de sortie. Stéphanie, je sais que tu es la fille de la directrice et l'administratrice du groupe de discussion effrayant. Quoi, Stéphanie est la fille de la directrice? Incroyable. Et cette personne n'était-elle pas Monsieur Dupont, le sous-directeur? Peut-être que nous voulons la même chose. Tu ne veux pas que ta mère travaille ailleurs aussi, n'est-ce pas? Mais ta méthode n'a pas l'air de marcher très bien. Alors que suggérez-vous? Il y a un moyen plus facile, c'est de me donner le cachet de votre mère. Je vais m'en occuper. C'est trop dangereux. Comment puis-je vous faire confiance? Alors, tu ne veux probablement pas que ta mère sache que tu as fait derrière son dos, n'est-ce pas? Dès que Monsieur Dupont est parti, j'ai immédiatement couru vers Stéphanie. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne le connais même pas. Fais attention. Mais Stéphanie insistait pour le faire elle-même. Elle disait que depuis la mort de son père, elle en avait assez des règles de sa mère. L'école était le seul endroit où elle se sentait libre. Mais elle n'a plus aucune liberté. Je ne peux pas vivre tous les jours sous le contrôle de ma mère, tu comprends? Eh bien, c'est vrai qu'être l'enfant d'un professeur doit être déjà assez stressant. Sans parler d'être l'enfant d'une directrice stricte, ce serait sûrement encore plus épuisant. Mais comploter avec Monsieur Dupont, c'était un peu trop, non? Et ce qui doit arriver, arrivera. Des messages concernant la directrice qui truquait les résultats des tests pour améliorer le classement de l'école ont éclaté. Et bien sûr, elle serait soumise à des procédures disciplinaires et pourrait devoir quitter son emploi pour avoir violé l'éthique professionnelle. J'ai regardé Stéphanie, son visage s'est assombri et elle s'est précipitée hors de la classe. Je lui ai couru après et l'ai cherchée partout, mais elle était introuvable. Jusqu'à ce que j'entende un sanglot provenant de la cantine abandonnée. Et Dieu merci, elle était là. En me voyant, Stéphanie a éclaté en sanglots et s'est confiée à moi. Elle n'aurait pas pu prévoir les conséquences de son acte et laisser naïvement Monsieur Dupont abuser de sa confiance et créer tout cela. Steph, je pense que c'est mieux de dire la vérité à ta mère. Il faut vite arranger ça avant qu'il ne soit trop tard. Elle a essuyé ses larmes et m'a fait un câlin, puis accepté d'aller trouver sa mère. Maman, je suis désolé, j'ai lancé les rumeurs et j'ai conspiré avec Monsieur Dupont pour aider à ruiner ta carrière.
Je pensais que la directrice allait s'énerver. Mais à ma grande surprise, elle s'est avancée et a pris Stéphanie dans ses bras. Je sais que les choses ont été difficiles depuis que ton père est décédé. J'étais tellement inquiète que tu fasses les mauvais choix que j'ai commencé à être plus stricte avec toi. Je t'aime, et je n'ai jamais voulu te mettre autant de pression, je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez à Stéphanie. Elle n'a jamais voulu vous faire de mal, elle s'en veut. Tout va bien, merci beaucoup Josh de m'en avoir parlé. Tu sais déjà tout? Oui, j'avais tellement peur qu'on profite de toi que je lui prête ta conversation que tu as eue avec le sous-directeur. Quant à la rumeur disant que la directrice devait quitter son poste, c'est moi qui l'ai répandue. C'est comme ça que Stéphanie a réalisé que ce qu'elle avait fait était scandaleux et pouvait avoir de grosses conséquences, non? Bien que sa mère lui ait pardonné, Stéphanie était toujours nerveuse car elle avait donné à Monsieur Dupont le cachet de sa mère. Et c'est bon ma chérie, ça m'a aidé à obtenir des preuves de son détournement de fonds en se faisant passer pour moi. Sa mauvaise conduite sera bientôt réglée. Tout est bon maintenant, mon travail ici est terminé. J'ai arrangé les choses avec Stéphanie et sa mère. Mais le plus important, c'est que j'ai prouvé que l'école n'est pas hantée. Haha. Alors, quelle est la suite? Eh bien, Stéphanie a dû être très émue par mes actions héroïques et a développé des sentiments pour moi. Car elle a rompu avec Michel peu de temps après et m'a demandé de sortir avec elle. Mais c'est mon meilleur ami et je ne peux pas le rendre triste pour une fille. Alors j'ai refusé. En plus, son côté malicieux est un peu terrifiant. Les filles sont dangereuses. Pourquoi cette barrière devait-elle être si haute? Oh non, ça n'avait pas l'air bon. Il était temps de sortir d'ici. Mais je semblais être coincée. Soudain, une équipe de sécurité m'aveuglait avec une lampe de poche et me disait de ne pas bouger. Je ne pouvais pas bouger de toute façon. Ils m'ont traînée par terre, puis la prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été poussée sur une chaise et interrogée par des agents de sécurité. Mais tout ce qu'ils ont obtenu de moi, c'est le silence. Quelques minutes plus tard, Monsieur et Madame Langston sont arrivés. Oui, c'est le couple riche qui possède ce manoir. Ce sont les gens que je cherchais. Je suppose que je leur devais une explication. Je suis désolée pour ce dérangement, mais ce n'est pas ce que vous pensez. J'ai vu votre offre d'emploi pour une femme de chambre et j'ai voulu postuler. Mais les gardes m'ont dit que j'étais trop jeune et ont refusé de me laisser entrer. Le fait est que mon père a une maladie cardiaque rare et s'il n'est pas traité rapidement, il y a de fortes chances qu'il ne s'en sorte pas. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Alors s'il vous plaît, puis-je avoir le poste et aussi 6 mois d'avance sur le salaire? À ce moment-là, une fille de mon âge est entrée dans la pièce, a regardé les Langston et s'est mise à rire. « Carla, ce n'est pas acceptable. N'as-tu pas honte de tes piètres résultats à l'examen d'entrée de la Francis Academy? Tu devrais étudier dur pour te racheter. Pas faire la fête à cette heure-ci. » La fille Carla a juste levé les yeux au ciel et est partie en vacillant. J'ai remarqué que M. Langston réconfortait sa femme, qui semblait être en détresse à cause du comportement inconsidéré de sa fille. Donc, ça doit être leur fille. Ils avaient l'air de prendre son éducation au sérieux. Et elle a postulé dans mon école? Ça m'a donné une idée. Vous savez, si vous voulez améliorer les résultats scolaires de Carla, je peux vous aider. Ils m'ont tous les deux jeté des regards sceptiques, alors je leur ai montré mon dossier scolaire et leur ai dit que j'étais major de ma promotion et que j'avais réussi à obtenir une bourse d'études à la Francis Academy. En entendant mes réalisations, toutes les appréhensions qu'ils avaient se sont vite évanouies. Et donc, ils ont mis au point un plan risqué. Ils paieraient les frais d'hospitalisation de mon père jusqu'à sa guérison complète si je prenais l'identité de Carla et m'envolais pour la Corée du Sud pour y étudier dans un lycée international. Pendant ce temps, Carla prendrait ma place et s'inscrirait à la Francis Academy comme il le souhaitait. Ce marché semblait être la réponse à mes prières, mais je savais que ce serait délicat. Prétendre être quelqu'un d'autre dans un pays complètement différent était au-delà de mon entendement. Alors, j'ai accepté de le faire, mais seulement à 2 conditions supplémentaires. Premièrement, un tuteur doit être présent, qui s'occuperait de tous mes papiers et autres. Deuxièmement, après avoir conclu l'affaire et être revenu, les Langston devraient m'aider à rentrer dans l'école de mes rêves, la prestigieuse université GBA, évidemment. Ils ont réfléchi, puis m'ont serré la main en signe d'accord. On dirait qu'on a un accord. L'instant d'après, je me trouvais dans un quartier huppé de Séoul, en Corée. Waouh!
Tu parles d'un quartier luxueux. Voilà donc ce que ça fait de naître avec une cuillère en argent dans la bouche. Monsieur Preston m'a déposée à l'école et m'a dit à plusieurs reprises de ne pas attirer l'attention sur moi. Bla bla bla. Oh, au fait, Monsieur Preston est l'avocat des Langston et, selon le contrat, il est aussi mon tuteur. Il a l'air tellement sérieux, mais je suppose qu'il est bien. Wow! Cette école avait l'air si moderne! L'architecture était une œuvre d'art en soi. Je me suis promenée dans les couloirs et j'ai essayé de trouver ma classe. Tout le monde semblait très amical, et le président de la classe, Min-jun, m'a même fait une visite guidée. Toutes les peintures, photos et maquettes exceptionnelles des élèves étaient exposées dans tout le campus. Les innombrables salles de classe, consacrées à différents sujets, des sciences à l'art, m'ont époustouflée. J'admirais l'œuvre d'art quand soudain Min-jun s'est écrié. « Désolé, je dois y aller. Madame Lee me cherche. Ça ne prendra que quelques minutes. Attends-moi ici, d'accord ?» Puis il s'est précipité. Je me suis donc attardée dans le hall quand j'ai repéré un groupe de filles à proximité. J'ai reconnu celle de mon dernier cours. Je suis sûre qu'elle s'appelait Isabella. J'étais sur le point d'aller les saluer quand j'ai réalisé qu'elles avaient coincé cette fille et qu'elles se moquaient de son bandeau. « Ah! Où as-tu trouvé cet horrible truc? Je suppose qu'il doit provenir d'une friperie ou autre. C'est là que les pauvres font leurs courses, non? » Oh, toute cette scène m'a dégoûtée. Elles ont exclu quelqu'un juste parce qu'elle ne venait pas d'un ménage ridiculement riche comme eux? Oh, je connaissais trop bien les sentiments de cette pauvre fille. Je devais l'aider. Mais je ne voulais pas que quelqu'un s'énerve et attire l'attention sur moi. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ah, je l'ai! Hé, le professeur arrive! Je vais la retenir pour vous. Courez! Mon plan a fonctionné à merveille, puisque Isabella et ses amis m'ont fait un signe de tête et se sont précipités. Je suis allée vers la fille en lui demandant si elle allait bien. « Ne t'approche pas de moi !» Elle m'a repoussée d'un geste sec et s'est enfuie. Hein? J'essayais juste de l'aider. En me retournant, j'ai vu Min-jun qui me regardait, un peu impressionné, je pense. Il m'a dit que les étudiants d'ici étaient divisés en 2 groupes. 90% sont riches et les 10% restants sont des enfants pauvres qui entrent dans l'école grâce à des bourses. La plupart des étudiants sont assez amicaux les uns envers les autres, enfin, sauf ceux que je viens de voir. Isabella fait partie du groupe des enfants riches, qui pensent que leur origine les rend supérieurs aux autres. Elle est souvent méchante avec le groupe des 10%, car elle pense qu'ils ne méritent pas d'être ici. Et comme vous pouvez deviner, cette fille qu'elles ont contrariée, elle s'appelle Suzy. Elle fait partie du groupe des 10% et c'est l'élève la plus intelligente de notre année. Quelle absurdité! L'école est l'école. On est là pour étudier et devrait tous être traités de la même façon. C'est vrai, nouvelle fille. Je savais que tu es différente. Le lendemain, à la fin de l'école, Isabella m'a tapé sur l'épaule et m'a remercié pour l'avertissement. Elle m'a demandé de rejoindre son groupe pour le déjeuner. J'étais sur le point de refuser poliment quand Min-jun est apparu et m'a demandé de le rejoindre. Ouf! Grâce à Min-jun, j'avais une excuse pour fuir rapidement la scène. Cependant, j'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'Isabella avait ce regard mécontent. Après cela, Min-jun et moi avons commencé à nous fréquenter plus. Nous sommes vite devenus des amis proches et nous avons tous deux décidé que la dynamique ici devait changer. Donc, nous avons décidé d'aider le club des 10%. À l'heure du déjeuner, Isabella et son clan ont volontairement bousculé ce garçon, lui faisant renverser de la nourriture sur lui-même. Pendant qu'il riait et le montrait du doigt, je me suis précipitée là-bas. J'ai pris la nourriture et l'ai écrasée sur le visage de Min-jun. Min-jun a immédiatement compris mon intention. Et il a alors pris une poignée de nouilles et les a étalées sur Isabella. La cantine s'est transformée en une grande bataille de nourriture. Une autre fois, l'école se préparait pour une foire culturelle et un garçon du groupe des 10% a eu l'idée géniale d'ouvrir un stand de nourriture servant des plats traditionnels de différents pays. Tout le monde était d'accord, sauf, oui, vous l'avez deviné, Isabella et ses copines hautaines. Quel paysan, trop habitué à travailler comme serveur pour servir les autres, hein? J'ai fait un clin d'œil à Min-jun, puis nous avons secrètement écrit les noms d'Isabella et de ses amis sur la liste des participants. Et l'avons soumise au professeur. Maintenant, ils n'avaient pas d'autre choix que de servir la nourriture à la foire surpeuplée. Le plus drôle, c'est qu'ils ont finalement goûté à leur propre médecine, lorsque le groupe des 10% a pris la peine de leur donner des ordres et de se plaindre.
Oh, cette ratatouille est trop fade. Ajoutez un peu de sel. Et le thé au lait est trop sucré. Refaites-en avec moins de sucre. Je dois admettre que je prenais plaisir à regarder les méchants enfants se tortiller. Mais je suppose que mon plaisir n'est pas passé inaperçu. Après cela, Isabella s'est approchée de moi. « Ces enfants de paysans ne sont pas au même niveau que toi et moi. Je te suggère de faire plus attention à qui tu choisis de fréquenter, ou tu pourrais finir par être traité comme eux. » Peu importe. J'ai juste roulé des yeux, je me suis éloignée d'elle, puis j'ai continué à traîner avec mes amis du groupe des 10%. Isabella et ses mignons m'ont jeté des regards mauvais, mais à cause de la réputation des Langston, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Juste comme ça, mes années de lycée ont passé. J'avais de bons amis, et devinez quoi? Oui, je sortais maintenant avec Min-jun. J'aimais être ici en Corée du Sud. Et j'avais même appris à aimer Preston, qui, malgré son côté grincheux, était maintenant comme une famille pour moi. Je veux dire, ne le prenez pas mal. Ma famille à la maison me manquait énormément. Mais mon père allait mieux et nous nous rencontrions régulièrement par FaceTime. Aussi incroyable que soit ma vie maintenant, au fond de moi, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans un rêve. Rien de tout cela ne m'appartenait vraiment, et tout serait terminé dès que je quitterais cet endroit. Et finalement, ma dernière semaine ici est arrivée. Alors que j'étudiais pour mon tout dernier examen, le SAT, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Je connais ton secret. Abandonne le test, sinon je vais te démasquer. » Quoi? Qui ça peut être? J'ai appelé le numéro et une voix déformée a répondu au téléphone. Je les ai suppliés de me dire pourquoi ils faisaient ça, mais ils ont juste répondu « Tu n'as pas besoin de savoir. Fais ce que je te dis. » Puis ils ont raccroché. Heureusement pour moi, Preston n'est pas seulement un excellent avocat, c'est aussi un génie de la technologie. Grâce à lui, on a pu localiser le téléphone. Je parie que vous êtes aussi curieux que moi de savoir qui c'était. Et c'était le moment de vérité. Hein? Pas possible! Debout, l'air effrayé, il y avait Suzy. Pourquoi m'aurait-elle fait ça? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, je sais que nous n'étions pas amis, mais je n'avais rien contre elle. Pourquoi me méprisait-elle au point de vouloir ruiner ma vie comme ça? S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Depuis que tu es arrivée ici, j'ai perdu ma première place à l'école. J'ai donc également perdu une bourse complète pour l'université. Ma famille ne sera jamais capable de se le permettre. Alors j'ai décidé d'enquêter sur toi. Et c'est là que j'ai découvert que tu n'étais pas la vraie Carla Langston et que tu as été payée par ses parents pour réaliser tous ces records académiques pour elle. Je comprends pourquoi tu es contrariée, mais tu n'avais pas besoin de me faire chanter. Tu ne sembles pas être ce type de personne. Donc c'est un peu décevant que tu l'aies fait. Je ne le suis pas. Je suis dans une impasse, Irène. Tu dois comprendre. C'est tout mon avenir que je perds ici. Et pourquoi faire? Pour qu'une fille riche et gâtée puisse aller à l'université sans faire le moindre travail? Il semblait que j'avais beaucoup de choses à penser. À la fin, j'ai réalisé que tout ce que je ressentais envers Suzy était de la pitié. Tout était de ma faute. Et ce n'était pas juste pour quelqu'un d'aussi capable que Suzy de voir son futur ruiné à cause de moi. Donc, je devais être la plus grande personne ici. J'ai décidé de demander aux Langston de donner à Suzy la place à l'université de GBA, qui m'avait été réservée dans le cadre de l'accord. Je veux dire, pas d'inquiétude. Avec ce gros cerveau, je pourrais facilement y entrer par moi-même, non? Et donc, dès que j'ai eu fini le test, j'ai discrètement quitté la Corée du Sud sans dire au revoir à personne, y compris à Min-jun. Suzy et moi avons pris le même vol pour retourner aux États-Unis. Elle n'arrêtait pas de me remercier pendant tout le trajet. Eh bien, disons qu'au moment où l'avion a atterri, nous sommes devenus de bonnes amies. Mais les choses ne se sont pas passées aussi bien que je l'avais prévu. Il s'est avéré que Carla était encore plus négligente qu'on ne le pensait. Tout ce qu'elle a réussi à obtenir, c'est un diplôme de lycée avec des notes scandaleusement mauvaises. C'était maintenant mes mauvaises notes. Mon rêve d'entrer dans une université prestigieuse était terminé. Je devais me contenter d'un collège communautaire à la place. Une année s'est écoulée, et il n'y avait pas un seul jour où je ne pensais pas à la Corée du Sud ou à Min-jun. Je ne pouvais plus lui parler. J'avais promis aux Langston de couper tout lien avec ma vie là-bas. Enfin, Suzy était l'exception. Un jour, alors que je sortais avec Suzy, elle me montrait quelque chose d'intéressant sur Facebook,
quand nous avons vu un post de Minjun qui disait « Je t'ai enfin trouvé, l'amour de ma vie ». Mon cœur s'est effondré. Waouh! On aurait dit qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre, alors que mon cœur se languit toujours de lui. Oh. Mais la vie continue, et une semaine plus tard, j'attendais Suzy à la sortie de son université, rêvant à comment cela aurait pu être ma vie, quand j'ai vu un visage familier se diriger vers moi. Est-ce que c'était Minjun? Mais attendez, il était avec une fille, Carla! Attends, son post sur Facebook parlait d'elle? L'amour de sa vie était Carla? Je ne pouvais pas faire ça maintenant. Alors j'ai refoulé mes larmes en prenant une profonde inspiration et en me tournant pour partir. Mais soudain, j'ai senti une main me tirer en arrière. C'était Minjun. « C'est vraiment toi? Je t'ai enfin trouvé! Je t'ai cherché depuis la remise des diplômes et mes informations m'ont conduit ici et... moi ?» Carla est apparue à côté de lui et m'a jeté un sourire en coin. « Hey, qui suis-je pour arrêter le véritable amour? Alors je lui ai dit ton vrai nom et je l'ai aidé à te chercher. Je veux dire, tu es intelligente, donc je me suis dit que tu irais aussi dans cette université. Non, tu as bousillé mes notes, tu te souviens? De toute façon, ça n'a plus d'importance. » Je me suis tournée et j'ai regardé Minjun. « Je suis tellement désolée, Minjun. Je voulais tout te dire, mais je ne pouvais pas. » Il a pris ma main dans la sienne et m'a fait un sourire d'adoration. « Je t'ai trouvé. Et crois-moi, pour l'instant, c'est tout ce qui compte. » Waouh, ce gâteau a un goût de paradis! J'ai tendu le bras pour prendre une autre part quand j'ai entendu un grognement. « Je t'ai dit d'être gracieuse, n'est-ce pas? » Puis maman m'a tirée vers elle pour saluer ce couple élégamment habillé. Oh, encore! Ils m'ont regardé de haut en bas et m'ont dit « J'ai entendu dire que tu étais une pianiste douée. Nous aimerions t'entendre jouer. » Hein? Du piano? Je n'en avais jamais joué de ma vie. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue. Malheureusement, Phoebe s'est foulé le poignet. Peut-être la prochaine fois. Je l'ai regardée de façon confuse. Pourquoi mentirait-elle comme ça? Maman, pourquoi t'as dit que je pouvais jouer du piano? Ah, oui. Je me suis peut-être vantée auprès d'eux que tous mes enfants adoptés sont excellents. Je veux dire, toutes les mamans se vantent de leurs enfants, non? Eh oui, j'avais grandi dans un orphelinat avant que maman ne m'accueille dans sa famille. Cet endroit est plutôt grand, hein? Je l'ai trouvé écrasant au début et j'ai fini par me perdre en cherchant ma chambre. Heureusement, il y a beaucoup de mes sœurs adoptives pour me montrer où aller. J'en ai 10. Oui, vous avez bien entendu, 10. C'est comme si je passais d'un orphelinat à l'autre, sauf que je ne suis plus orpheline. Et nous avons toutes le même âge, ce qui est inhabituel car les parents d'accueil préfèrent souvent des enfants plus jeunes. Ils disent que les ados sont plutôt têtus, sans parler du fait que mon père adoptif n'est jamais là. Je ne pourrais même pas te dire à quoi il ressemble. C'est donc juste nous, les filles, ici. Je m'entends bien avec Colline, elle a 2 ans de plus que moi et nous partageons la même chambre. Même si j'aimais vivre avec maman et mes sœurs, maman nous faisait faire des choses étranges, comme porter des vêtements ringards et marcher en ligne droite. Pire encore, elle m'a forcée à apprendre le piano. Oh! Je n'étais pas du tout musicale. Je faisais juste du boucan. Elle m'a aussi appris à manger correctement, mais c'était comme une séance de dressage de chien. Je n'avais le droit de manger que lorsqu'elle faisait un signe. Et le temps que je comprenne comment utiliser l'argenterie, le repas était déjà terminé. Oh! Mais c'est comme ça que chaque mère enseigne à sa fille, non? Et apparemment, maman n'avait plus la patience de me coacher. Alors elle m'a confiée à Colline, sa fille vedette. Nous passions 1 heure par jour à parler ensemble. Ou plutôt, elle me donnait des conseils sur la façon de parler correctement. Colline m'a dit que je devais contrôler mon volume parce que j'avais tendance à crier et que ce n'était pas très féminin. Je devais chuchoter au même volume qu'elle et choisir mes mots avec soin pour faire preuve d'intelligence et de grâce. Oh, peut-être que ce serait plus facile si je ne disais rien du tout désormais. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître mes autres sœurs car maman nous a fait poursuivre chacune une aptitude différente, ce que nous devions exécuter lors de notre évaluation mensuelle. Maman est en général très douce et attentionnée, mais trop stricte quand il s'agit d'entraînement. Nous devons consacrer beaucoup de temps et d'efforts à l'entraînement. Un jour, j'essayais de comprendre la feuille de musique quand j'ai entendu Lexi se plaindre. « Pourquoi maman me force-t-elle à faire cette mission impossible? Tellement ennuyeux! » Quoi? Au moins le patin à glace est 1000 fois plus amusant que le piano. Si seulement.
Une idée m'a traversé la tête. Cette nuit-là, je suis allée voir ma mère et lui ai dit timidement « Maman, je veux passer des leçons de piano au patinage sur glace. Je veux échanger avec Lexi. Quoi? Non. Mais pourquoi? Lexi n'aime même pas le patin à glace. C'est parce que je peux voir le potentiel en chacune de vous. Donc c'est impossible de changer. » Frustrée, je suis retournée dans ma chambre et j'ai pleurniché auprès de Colline. Mais ce n'était pas un gros problème pour elle. Maman sait ce qui est le mieux pour nous. Eh bien, ça, je n'en suis pas trop sûre. Nous n'avons même pas pu aller à l'école, car maman disait que l'école à la maison était suffisante, alors que je trouvais sa méthode plutôt étrange. J'ai rêvé de cette vie parfaite avec une maman extraordinaire, mais maman n'a jamais été très affectueuse. Peu importe combien nous avons étudié ou essayé de perfectionner notre passe-temps choisi, elle ne nous a jamais câlinés ou félicités, pas même Colline, la fille la plus intelligente ici. Je voulais absolument impressionner maman, alors une fois, j'ai passé des heures à préparer cet apéritif portugais pour elle. Mais elle a juste pris une bouchée et dit que c'était bon. Je lui ai demandé si elle ne m'aimait pas, mais elle a juste répondu qu'elle nous aidait à avoir une position élevée dans la société et une vie brillante. Mais je n'ai pas besoin de ces choses. Je voulais juste qu'elle m'aime. Cet endroit est si étouffant et le seul moment où je peux respirer, c'est quand je vais acheter du pain le vendredi matin. Ah. Et soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, ce qui m'a fait sursauter au point de faire tomber mes affaires. « Hé, c'est vraiment toi? Mais quelque chose ne va pas chez toi? Pourquoi cette démarche étrange? » « Je ne suis douée que pour acheter du pain, mais tu as tout gâché, tu vois ?» Jules s'est baissé pour le ramasser pour moi. Il était toujours aussi grossier, mais je me surprenais à être jalouse de son esprit libre. Nous étions parfaitement assortis à l'orphelinat et c'est embarrassant à admettre, mais j'étais très vilaine à l'époque et je volais souvent à l'étalage avec lui. Tu pourrais aller voler un peu plus. Tu te souviens de nos tours? Je dois te dire 3 choses. Premièrement, j'ai été adoptée. Deuxièmement, ma famille adoptive est riche. Et enfin, je suis éduquée pour devenir une noble dame. Donc, plus de vol. C'est ridicule. J'ai aussi 3 choses pour toi. J'ai été adoptée aussi. Mes parents m'aiment tellement. Oh, et ce sont des flics. On s'est regardés et on a éclaté de rire. Nous étions donc tous les deux pris, n'est-ce pas? Jules et moi, nous nous sommes assis sur un banc pour rattraper le temps perdu. Et quand j'ai parlé de ma nouvelle famille, il m'a interrompu. Ça me semble étrange. Pourquoi n'adopte-t-il que des adolescentes? Et à quoi servent ces leçons et ces évaluations mensuelles? Puis, Jules a insisté sur le fait qu'il allait enquêter sur ma famille adoptive. C'est idiot. Mais c'est quand même amusant de retrouver un ami. Et nous avons convenu de nous voir tous les vendredis. Et voici ma première évaluation. Bien sûr, je ne pouvais même pas jouer une simple mélodie, donc j'ai dû étudier 3 heures de plus chaque jour. Mes sœurs ont encore plus souffert. Karine était obligée de s'abstenir de manger car elle pesait 2 kilos de plus que la norme. En revanche, Willy a dû manger sans arrêt la nuit pour prendre 5 kilos de plus. Si c'est à ce point, ça ne doit pas être simplement pour satisfaire la vantardise désinvolte d'une mère, n'est-ce pas? Le vendredi suivant, j'ai parlé à Jules de l'évaluation de la semaine dernière. Il a déclaré qu'il y avait un problème avec ma famille. Je ne pense pas, Jules. Maman veut juste le meilleur pour nous. Écoute, Phoebe, je pense qu'elle fait exprès de vous former. Chacune de vous doit être bonne dans un certain domaine, comme les commandes de course. Les commandes? Ne va pas trop loin. Tu connais le bœuf de Kobe? On fait écouter de la musique aux vaches, on leur donne de la bière à boire et on les masse, mais à la fin, tu sais quel est le résultat. Oh non, c'est ce que c'est? Maman disait qu'elle nous donnerait le meilleur tant qu'on travaillait dur. Est-ce que nous étions testés et estampillés comme ces vaches? Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Colline en train de faire sa valise. Maman va m'emmener dans une nouvelle école demain. Donc, Colline partait? Mais où? Tu vas me manquer, Serette. Envoie-moi un message. Mais les jours passèrent sans un modèle. J'ai demandé à maman et elle m'a dit que le travail de Colline avait payé et qu'elle allait à une école prestigieuse, mais que les téléphones sont interdits. Ça semblait suspect. Alors je l'ai dit à Jules et il a insisté que je rapporte l'affaire. Un autre vendredi, Jules et moi nous sommes rencontrés dans une église. Pourquoi a-t-il choisi cet endroit ennuyeux? Je regardais autour de moi quand j'ai vu un groupe de lycéennes sortir de l'église. Elles portaient toutes le même uniforme terne, avaient les cheveux attachés en chignon et étaient alignées de manière obéissante. Et là, je l'ai vue. Colline? J'étais sur le point d'aller la saluer, mais le regard furieux de la femme qui l'accompagnait m'a fait fuir.
Ce n'était pas bien. Je devais demander à Colline ce qui se passait. J'ai donc attrapé Jules et j'ai poursuivi le groupe, mais ils sont montés dans une voiture noire et ont filé. Peut-être que cette église est leur lieu de transaction malin, hein? Ils ont tout mis en uniforme pour que personne ne les soupçonne, mais en voyant ces visages, je suis sûre qu'ils vont être envoyés au marché noir. Au marché noir? Rien que cette pensée m'a fait frémir. Je devais sauver Colline. Je ne pouvais pas laisser maman s'en tirer comme ça. Cette nuit-là, je suis descendue sur la pointe des pieds pour écouter aux portes. Ok, je vais la livrer ce week-end. Correct. Elle mesure 1,70 m. Le patin à glace, la cuisine et la peinture, bien sûr, je l'ai formée comme il faut. Tu ne seras pas déçu. Donc, l'affaire se passe comme prévu, ok? On se voit dimanche. C'est ça, la prochaine livraison était Lexi. J'ai vérifié et l'ai vue emballer ses affaires, un rayon de bonheur innocent sur son visage. J'ai envoyé un message à Jules qui m'a répondu « Attends calmement à la maison, n'agis pas sans réfléchir, je vais trouver une solution. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'étais terrifiée que quelque chose de terrible arrive à Lexi. Alors dès que j'ai vu maman et Lexi monter dans la voiture pour partir, je me suis glissée dans le coffre sans faire de bruit et j'ai envoyé à Jules la localisation. La voiture a mis du temps à s'arrêter. Avions-nous enfin atteint le lieu de la transaction? Quand ça m'a semblé sûr, je suis sortie prudemment et j'ai vu maman parler à une femme d'âge moyen à l'air fastidieux. Qu'est-ce que maman a dit pour que Lexi soit si paniquée qu'elle s'accroche à maman? La femme a tendu à maman une enveloppe assez épaisse, puis a attrapé la main de Lexi et l'a traînée au loin. Mon Dieu! Où était Jules? Je ne pouvais pas regarder ma sœur être emmenée comme ça. Laisse Lexi partir maintenant! Phoebe, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Tu vas nous vendre, n'est-ce pas? Je connais déjà la vérité. Mais de quoi diable tu parles, Phoebe? Furieuse, maman m'a éloignée. Stop! Soudain, 2 policiers se précipitent, ordonnant à tous de mettre les mains en l'air. Derrière eux se trouvait Jules, toujours haletant. Ils étaient les parents adoptifs de Jules. Aidez-moi! Maman essaye de nous vendre, moi et ma sœur! Voyant cela, l'autre femme a rapidement expliqué. Non, il doit y avoir un malentendu. J'aide simplement la fille de Gianna à s'inscrire dans mon école. Abasourdi, mon regard est passé de maman à l'autre femme, puis à Jules. J'ai expliqué pourquoi je pensais que ma mère était une trafiquante d'êtres humains. Ils ont tous été surpris. Ah, je t'ai fait entraîner aussi dur parce que je veux que tu sois acceptée ici. La plus prestigieuse école de filles, pour que tu puisses avoir une meilleure vie. Je ne veux plus aller dans cette école, maman. Elle m'a parlé de toutes les règles strictes, cet endroit est terrifiant. Vous ne pouvez pas les forcer à faire ça. Vous les avez adoptés, donc vous devez les faire se sentir en sécurité et aimés. Madame Gianna, c'est une école prestigieuse et elle n'a pas besoin de votre scandale. Vous m'avez fait croire que vos filles étaient naturellement douées, ce qui s'avère maintenant être un mensonge. Je n'accepterai plus aucun de vos enfants désormais. Non, ce sont mes enfants. Elles méritent le meilleur. Elle a supplié la directrice de revenir sur sa décision, mais elle a secoué la tête. Soudain, ma mère a crié « Pourquoi? Je veux juste qu'ils ne souffrent pas comme moi. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?» Puis maman a fondu en larmes. Il s'avère que dans le passé, maman était amoureuse d'un politicien. Mais il a décidé qu'il ferait avancer sa carrière en choisissant d'épouser une diplômée de 7 prestigieuses écoles. Maman l'aimait tellement qu'elle a continué à être sa maîtresse. Mais même s'il subvenait à tous ses besoins, maman a toujours eu l'impression d'être inférieure à sa femme officielle, surtout lorsqu'il se vantait de sa femme intelligente et de ses filles talentueuses. Puis, lorsqu'elle a voulu fonder sa propre famille, il ne l'a pas autorisée. Enfin, elle a décidé d'adopter des filles et de les former afin qu'elles puissent entrer dans cette école, quel que soit leur milieu. C'est donc la raison pour laquelle elle nous a fait ça. Je dois admettre que j'ai eu un peu de peine pour elle. Tout cela n'était que pour apaiser la douleur de son passé. Mais, maman, nous ne voulons pas aller dans cette école prétentieuse. Nous voulons juste que tu nous aimes et que tu nous protèges. Je suis désolée, j'avais tort. J'essayais seulement d'aider. Je suis désolée, tout est de ma faute. Puis elle m'a prise dans ses bras. Donc, au final, mes sœurs et moi avons enfin une famille vraiment heureuse. Maman ne nous fait plus faire de tâches stupides, elle nous laisse poursuivre nos propres rêves et passions. Nous allons toutes dans une école publique et vivons notre vie normale. C'est merveilleux d'avoir une mère formidable, des sœurs incroyables et mon meilleur ami Jules à mes côtés. Bonjour, je suis Viola et aujourd'hui est un grand jour. Tu vois, c'est la première fois que je joue dans ce court-métrage génial, mais je n'arrive pas à me concentrer.
Pourquoi, vous vous demandez? Eh bien, c'est parce que je viens de découvrir que je ne suis pas réelle. Ou, pour être exact, je n'existe que dans l'imagination de ma meilleure amie. Ça a l'air étrange, n'est-ce pas? Jusqu'à hier, j'ai toujours pensé que j'étais un être humain tout à fait normal. Ah, laissez-moi vous raconter mon histoire. Le premier souvenir que j'ai concerne ma meilleure amie Arlo. Je me suis réveillée étourdie et confuse et j'ai vu cette jolie fille qui me souriait. Elle m'a dit que j'étais en sécurité maintenant et que ses parents allaient s'occuper de moi. Étrangement, je ne me souvenais de rien avant ce jour-là et personne ne m'a jamais dit ce qui s'était passé. Je pouvais seulement deviner que j'avais probablement été abandonnée et que Arlo et ses parents étaient mes sauveurs. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vécu avec la famille de Arlo, qui m'a montré de la gentillesse et de l'amour. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, je ne pouvais rien faire toute seule, qu'il s'agisse de choses personnelles comme me brosser les dents ou me laver le visage, ou de tâches ménagères comme faire la lessive ou jeter les ordures. À cette époque, c'est Arlo qui me guidait et m'aidait, comme une grande sœur attentionnée. Puis, lorsque nous sommes entrés au collège et que les garçons ont commencé à flirter avec moi, Arlo était toujours à mes côtés pour me protéger. Elle me disait qu'il n'aimerait jamais une fille ordinaire et ennuyeuse comme moi et qu'il ne faisait cela que pour se rapprocher d'elle car elle est très belle. Si j'avais une décision à prendre, grande ou petite, je consultais toujours Arlo en premier car elle était la mieux placée pour savoir. Mais récemment, j'ai remarqué que Arlo était de mauvaise humeur avec moi. Quand j'ai eu une meilleure note qu'elle à mon essai d'anglais, elle m'a dit que j'avais eu cette note parce que le professeur était désolé pour moi. Puis elle est partie. Mince, je ne voulais pas l'énerver. Et c'était vraiment injuste qu'elle n'ait pas eu la note qu'elle méritait car elle est bien plus intelligente que moi. La semaine dernière, Henri, un garçon du club de cinéma de l'école, a organisé des auditions pour son projet de court-métrage. Arlo voulait absolument y participer, alors j'ai décidé de l'accompagner pour la soutenir. J'ai trouvé l'audition d'Arlo merveilleuse, mais pour une raison quelconque, elle n'a pas été choisie. J'étais sur le point de partir aussi, mais Henri m'a demandé si je voulais auditionner, alors je l'ai fait. Et vous savez quoi? J'ai eu le rôle principal! J'étais tellement surprise, et Arlo aussi. Elle a insisté sur le fait qu'il me piégeait et que je ne devais pas accepter le rôle. Car pourquoi choisirait-il une fille ordinaire comme moi pour jouer le rôle principal? Mais, quand même, je voulais essayer. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois, n'est-ce pas? Alors, j'ai accepté le rôle. Je sais que Arlo s'inquiétait qu'il se moque de moi, mais Henri et son équipe avaient l'air sympas. Et peut-être qu'ils trouvent que mon look normal convient au personnage, non? Le matin précédant le jour du tournage, j'ai demandé à Arlo de me prêter sa jolie robe blanche. Arlo avait l'air ennuyé en disant « Tu as renversé du café sur cette robe la dernière fois que tu l'as empruntée. Tu n'as même pas pris la peine de t'en occuper et la tâche est toujours là. » « Pas possible. Je me souviens l'avoir lavée avant de te la rendre. »« Eh bien, tu t'en souviens mal. C'est ma robe, donc je ne vais pas oublier ce que tu lui as fait, n'est-ce pas ?» Puis elle est partie en colère. C'est étrange, je me souviens avoir utilisé du vinaigre pour nettoyer les taches de café, car il m'a fallu des siècles pour les enlever. Mais il est vrai que ma mémoire n'est pas si bonne que ça. Quand j'étais enfant, j'ai une fois attendu dans le parc sous la pluie pendant plus d'1 heure, parce que je pensais que Arlo m'avait dit de la retrouver là le samedi après-midi. « J'ai dit dimanche après-midi. J'ai une répétition piano aujourd'hui. » Alors peut-être que je me suis encore trompée dans mes souvenirs et que je n'ai vraiment pas lavé la robe pour elle. Ce jour-là, Arlo a été surprise en train d'utiliser son téléphone et la prof l'a confisqué. À la pause, elle m'a demandé de me faufiler dans la salle de l'administrateur pour récupérer son téléphone, mais bien sûr j'ai refusé car j'avais bien trop peur de faire ce genre de choses. « C'est bon, personne ne peut te voir. Parce qu'en fait, tu n'existes que dans mon imagination. » De quoi parlait-elle? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Pendant le reste de la leçon, je n'ai cessé de penser aux paroles de Arlo. Lorsque la cloche a sonné, voyant que j'étais toujours confuse, Arlo a désigné un groupe d'élèves qui se tenaient à proximité et m'a dit que quoi que je fasse, ils ne me verraient pas. Et c'est vrai! Même si j'ai agité mes mains et que je leur ai parlé, personne ne m'a regardé. J'ai même claqué des doigts devant eux, mais ils n'ont pas réagi du tout. Qu'est-ce qui se passe? Arlo m'a dit que parce qu'elle m'a imaginé, c'est elle qui décide qui peut me voir ou non. Puis elle m'a dit que si je ne la croyais toujours pas, je devais aller prendre son téléphone, alors je verrais qu'elle disait la vérité. La surveillante se tenait juste de l'autre côté du couloir, mais Arlo m'a assuré que je serais invisible pour elle. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'ai essayé de me calmer et j'ai continué à récupérer son téléphone sans me faire repérer. Waouh! La surveillante ne m'a pas vue du tout. Donc, ce que Arlo a dit était vrai? Je n'existais que dans son imagination?
Cela signifie qu'Arlo est vraiment celle qui décide de ce qui va m'arriver et qui je vais rencontrer. Elle est en fait l'auteur de l'histoire de ma vie. Mais cela signifie-t-il aussi que je n'ai aucun contrôle sur ma propre vie? Eh bien, si j'ai encore une vie. Puis Arlo a fait intrusion dans ma chambre et a dit: Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu ne te souviens de rien de tes parents et de la période avant que tu ne me rencontres? Non? C'est parce que j'ai perdu la mémoire après l'accident. Ce n'était pas un accident, Viola. Tu n'as aucun souvenir antérieur parce que c'est à ce moment-là que je t'ai créée, car je voulais une amie. Je garde cette vérité secrète parce que je t'aime et que tu m'écoutes toujours, même si tu es têtue ces derniers temps. Après le départ d'Arlo, je me suis sentie si déprimée. Il s'est avéré que ma vie entière ne m'avait jamais appartenu. Pas étonnant que j'étais si simple et ordinaire. Je ne suis qu'un personnage secondaire dans l'histoire d'Arlo. Après une horrible nuit blanche, je n'avais même plus envie d'aller sur le plateau de tournage. Et il était déjà tard de toute façon. J'étais allongée dans mon lit quand Henri m'a téléphoné pour me demander où j'étais. Je n'existe que dans l'imagination d'Arlo, donc ça ne sert à rien de filmer. Hein? Quelle absurdité tu racontes! Arrête de plaisanter, Viola, on n'a pas beaucoup de temps ici. Voyant que je ne lui ai même pas répondu, mais que j'ai juste laissé échapper un long soupir, il a continué. Très bien, alors si c'est le cas, tu devrais au moins le faire compter. Est-ce que tu veux t'imaginer comme une personne ennuyeuse ou comme une brillante actrice? Je suppose que les mots d'Henri avaient un sens, alors je me suis ressaisie et je me suis dépêchée de le rejoindre sur le plateau de tournage. Même si je suis imaginaire, je vais rendre cette vie irréelle de moi inimaginablement géniale. Le tournage était en fait très amusant et tout le monde a complimenté mon jeu. Ils étaient probablement juste gentils, mais ça faisait quand même du bien. Puis Henri est venu et m'a félicité. Le tournage est terminé, tu peux être honnête avec moi, ça ne me dérange pas. Je sais que tu m'as donné le rôle principal uniquement parce que tu aimes Arlo. Que veux-tu dire? Et le truc que tu as dit ce matin sur le fait que tu n'existais que dans l'imagination d'Arlo? J'ai fini par tout lui déballer. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ri! Mais quand il a vu que je luttais pour retenir mes larmes, il a pris ma main. Viola, écoute-moi. Arlo te joue un tour. La seule chose qui n'est pas réelle dans tout ça, ce sont ses mots, pas toi. Pas possible. Arlo est ma meilleure amie, elle ne ferait jamais une telle chose. Si tu n'existais que dans l'imagination d'Arlo, comment as-tu pu, de toi-même, aller au plateau de tournage ce matin? Comment as-tu pu rencontrer d'autres personnes sans qu'elles soient là, comme en ce moment? Arlo n'a pas pu écrire le scénario avec tous ces détails, non? Allez, Evie, réfléchis-y. Mais il y a eu un temps où Arlo me rendait invisible aux yeux de tous. Je claquais des doigts devant eux et ils ne réagissaient pas du tout. Henri m'a demandé qui étaient ces gens et je lui ai dit. Il a dit qu'il s'assurerait que je sois raisonnable, puis il est parti. C'était tellement confus. Je ne peux plus dire ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le lendemain à l'école, alors que je rangeais mon casier, Henri a traîné vers moi un garçon à l'air réticent. Je l'ai reconnu. Il faisait partie du groupe qui ne m'avait pas vu. Vas-y, raconte-lui tout. Le garçon m'a raconté comment Arlo les avait corrompus pour me piéger. Il a aussi dit qu'ils avaient distrait la surveillante pour que je puisse me faufiler dans son bureau sans me faire prendre. Quoi? Je ne comprenais pas pourquoi Arlo m'avait fait ça. Henri est venu avec moi pour la confronter. Elle a fait un faux sourire et a dit « Viola l'idiote, c'était juste une blague !» Et le fait que je ne me souvienne de rien de ce qui s'est passé avant que je ne te rencontre? Tu as dit qu'il n'y avait pas d'accident. C'est aussi un mensonge, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit ça. Probablement tu t'es encore trompée comme tant d'autres fois. Je te considère comme une sœur, Viola. Je ne te mentirai jamais. Je ne savais plus qui croire. J'avais besoin d'être seule pendant une minute, car tout cela était trop difficile à digérer. J'ai donc couru jusqu'au parc voisin pour me vider la tête. Soudain, j'ai senti quelque chose de froid près de ma joue. C'était Henri. Il m'a passé de l'eau et m'a dit de la boire et de me calmer. Viola, je pense que Arlo est un gaslighter. Elle abuse de toi émotionnellement pour te faire douter de ta propre santé mentale. Je sais que tu la vois comme une sœur, mais elle est vraiment toxique. Est-ce que... Serait-il possible qu'Arlo ne se soucie pas de mes intérêts? Mais qu'est-ce qu'elle en retire? Je ne sais pas si c'est parce qu'elle voulait que je compte sur elle ou si elle est jalouse, mais dans tous les cas, savoir qu'elle pouvait me tromper comme ça me faisait très mal. Je ne voulais pas croire que c'était ce qui s'était passé, mais après toutes les explications, il est clair maintenant qu'Arlo me manipulait.
Et depuis ce jour, j'ai essayé de l'éviter autant que possible. Mais c'était difficile car nous étions dans la même classe et vivions ensemble. Je souhaitais juste grandir vite pour pouvoir aller à l'université et quitter cette maison. Au moins, il y avait de bonnes nouvelles. Le film d'Henri dans lequel je jouais avait attiré l'attention sur YouTube et il avait même été choisi pour participer au festival du court-métrage pour soutenir les jeunes cinéastes talentueux de la ville. Puis un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu les parents d'Arlo en train de boire un café avec une femme étrange. Elle me ressemblait beaucoup. Soudain, elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Oh, chérie, tu n'as pas idée combien de temps j'ai attendu ce moment. Après beaucoup de confusion, de révélations choquantes et d'émotions, j'ai enfin découvert la vérité. Il s'est avéré que lorsque j'avais 7 ans, ma mère m'a emmenée faire un voyage en yacht. Mais il y a eu un terrible accident et nous avons pris le canot de sauvetage. Mais maman est tombée et a fini par être sauvée par un autre bateau. Nous avons toutes les deux perdu la mémoire. En fait, maman ne s'est souvenue de moi que lorsqu'elle a vu le court-métrage dans lequel je jouais sur YouTube. Puis elle m'a retrouvée ici. Après cela, je suis retournée vivre avec ma vraie maman. Et devinez quoi ? Je réalise maintenant à quel point je suis géniale. Je suis reconnaissante aux parents d'Arlo de s'occuper de moi. Mais je n'ai toujours pas pardonné à Arlo. J'essaye car je sais qu'elle n'est pas si mauvaise, mais ça va prendre du temps. Je me sens aussi très chanceuse d'avoir Henri à mes côtés pour m'aider à découvrir ma confiance et à apprécier ma propre valeur. Il a même dit que je pourrais être dans son prochain projet de film, ce qui me réjouit vraiment. C'est bon de savoir que je suis réelle et que j'existe en dehors de l'esprit d'Arlo. Le monde est à moi à découvrir. Et qui sait, peut-être qu'un jour je deviendrai une actrice. Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Je suis acrophobe, alors c'est un véritable cauchemar pour moi. Je ne veux pas être ici du tout. Oh, et le gars de l'autre côté, c'est Charlie, mon petit ami. Mais je ne l'aime pas vraiment comme ça. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai fini ici, à 200 mètres au-dessus du sol et sur le point de faire ce saut terrifiant ? Commençons par le début. Bonjour, je suis Luna, une lycéenne de 17 ans, originaire d'une petite ville de Nouvelle-Galles du Sud. En grandissant, je cherchais désespérément à faire plaisir à ma mère célibataire. Le problème, c'est qu'elle était presque toujours fatiguée et irritable. Alors, peu importe ce que je faisais ou disais, ça finissait toujours par être mal. Les mots qui sortaient le plus souvent de sa bouche étaient « Si tu veux que je t'aime, tu dois être gentille ». Je voulais qu'elle m'aime plus que tout au monde, alors je faisais tout ce que je pouvais pour l'apaiser. Cela m'a poussée à vouloir rendre tout le monde heureux et m'a laissée avec une peur insondable d'être détestée par les autres. Si je rendais les autres heureux, alors ils m'aimeraient, non ? Alors, quand quelqu'un me demandait de faire ses devoirs ou de le remplacer à l'appel, je le faisais sans hésiter. Et s'il y a une dispute ou une situation embarrassante, peu importe si je suis à blâmer ou non, je m'excuse toujours en premier. À 15 ans, j'ai déménagé seule à Sydney pour le lycée, et c'est là que j'ai rencontré ma colocataire Margot. Elle est tout le contraire de moi, mais cela ne nous a pas empêchés de devenir des meilleures amies. Elle est indépendante, insolente et ne laisse personne lui mettre la pression pour faire ce qu'elle ne veut pas faire. Oh, si j'étais plus comme elle, j'aurais pu éviter beaucoup d'ennuis. Une fois, nous avions un devoir de groupe en biologie et, par hasard, j'ai fait équipe avec ces 2 filles populaires. La veille de la date de remise, elles m'ont toutes les 2 envoyé un message pour me dire qu'elles étaient malades et m'ont demandé de faire leur partie. C'est beaucoup de travail pour une seule personne, mais je ne voulais pas les contrarier, alors j'ai accepté. Mais ce soir-là, alors que j'étais sur Instagram pendant ma brève pause après des heures d'études, je les ai vues check-in à une fête. Quoi ? Donc elles m'ont menti pour pouvoir sortir et s'amuser et m'ont laissée seule à la maison pour faire leurs devoirs ? Oh mon Dieu, j'ai juste envie de prendre ce stylo et de le jeter directement sur leur visage de canard. En quoi c'est mignon ? Oh ! Mais de qui je me moquais, je savais très bien que je ne pourrais jamais leur dire ce que je pensais vraiment d'elles. Alors, j'ai ramassé le stylo et j'ai continué ma charge de travail destinée à 3 personnes, seule. Je suis restée debout toute la nuit et j'ai bu 3 canettes de boissons énergisantes. Mais c'était juste trop de travail pour une seule personne pour le terminer à temps. Notre devoir, ou devrais-je dire mon devoir, s'est vu retirer des points pour cause de retard, ce qui a rendu les filles populaires furieuses. « Qu'est-ce que tu as fait ? Comment as-tu pu rendre le devoir en retard ? » Je suis désolée, c'est juste que le faire toute seule était un peu trop pour moi. « Oh, s'il te plaît, tu as eu toute la journée pour le terminer. »
C'est à cause de ta mauvaise gestion du temps. » À ce moment-là, Margot est sortie de nulle part et s'est interposée entre nous. « Pfff, si vous deux vous souciez tant de vos notes, vous auriez aidé Luna à le terminer, au lieu d'aller à une fête stupide. Et si je vous signalais au professeur pour qu'il raye vos noms de... Margot, ça suffit. Désolée, ne faites pas attention à elle. » Puis j'ai rapidement éloigné Margot. S'excuser auprès d'elle était une chose ridicule à faire. Ce n'était pas ta faute. Je sais que ce n'est pas ma faute, mais ça ne sert à rien d'en faire une scène, non? Très bien. Dans ce cas, je vais te laisser seule avec tous les problèmes que tu t'es causés. Je n'en ai plus rien à faire. Oh non, je ne voulais pas mettre Margot en colère. Je me suis excusée auprès d'elle. Je lui ai dit qu'elle était ma meilleure amie, puis je lui ai proposé d'aller boire un milkshake pour nous réconcilier. Le jour où mon club de bénévoles vendait de la limonade pour récolter des fonds pour une association caritative pour enfants, je suis soudainement tombée malade. Oh non, j'avais dit à tout le monde à quel point cet événement était important, mais maintenant c'est moi qui serai absente. Quelle honte! J'ai donc envoyé un texto au président que j'étais malade, mais que si le club avait besoin de moi, je pourrais quand même essayer de participer. Ah, je peux enfin dormir. Mais qui l'eût cru? Avant même que je puisse me blottir dans mon lit, il m'a répondu qu'ils avaient vraiment besoin de mon aide et que ce serait génial si je pouvais venir. Oh non, est-ce que je devais vraiment traîner ma personne fiévreuse jusque-là? Je me suis tournée vers Margot pour lui demander conseil, mais elle m'a envoyé bouler. Si tu ne pouvais pas y aller, pourquoi suggérer le contraire? Les gens profiteront toujours de toi si tu les laisses faire. Dis que tu es malade et que tu ne peux pas participer. Elle m'a ensuite raconté que son club de musique se réunissait pour un dîner ce soir, mais qu'elle avait déjà décidé de se faire une séance de relaxation ce soir et qu'elle leur a immédiatement dit qu'elle était occupée ailleurs. Ah, Margot avait raison. Si j'avais fait ce qu'elle m'avait dit dès le départ, je n'aurais pas eu à me creuser la tête pour trouver des excuses pour dire non sans ennuyer personne. J'ai envoyé un message au président du club pour lui dire que j'avais peur de contaminer tout le monde et que je ferais mieux de rester chez moi. Puis je me suis endormie et j'ai retrouvé mes soucis dans mes rêves. Le lendemain, je me sentais mieux, alors après le cours, je suis passée à la salle du club, mais j'ai tout de suite ressenti une ambiance bizarre. Ensuite, lorsque j'ai demandé au président du club combien d'argent nous avions gagné, il m'a complètement ignorée. Oh non, il était clairement toujours en colère contre moi pour l'avoir laissé tomber. J'étais perdue dans mes pensées quand soudain quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « J'ai entendu dire que tu étais malade. Tu te sens mieux maintenant ?» C'était Charlie, un des membres du club. Il m'a dit que le jour où j'étais malade, il a volontairement pris en charge tout mon travail. Alors je l'ai tout de suite invité à un dîner pour le remercier. Il a peut-être mal compris mon geste de bonne volonté, car après cela, il m'a bombardé de textos, d'appels et de mèmes ringards. Puis, un jour, alors que nous marchions ensemble, Charlie s'est soudainement arrêté et a pris ma main. « Luna, nous nous connaissons depuis un moment maintenant. Je pense qu'il est temps pour moi d'avouer mes sentiments. Je t'aime bien. Veux-tu sortir avec moi ?» Oh mon... Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je suis restée là, abasourdie. Je veux dire, je l'aimais bien en tant qu'amie, mais pas romantiquement. Mais quand j'ai croisé son regard plein d'espoir, ma conscience a commencé à me tourmenter. C'était un type tellement gentil, comment pouvais-je lui dire non? Finalement, j'ai forcé un sourire, puis j'ai hoché la tête en guise d'accord. Mes sentiments pour lui vont se développer avec le temps, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la réponse à cette question était non. En fait, depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, je l'aimais encore moins qu'avant. Il fait beaucoup de choses qui m'irritent, comme la fois où il a insisté pour qu'on porte des tenues de couple à l'école. Oui, les t-shirts avec des slogans « Il est à moi » et « Elle est à moi » devraient être laissés en 2010. Il m'a fait faire le tour de l'école avec assurance, sans se soucier des rires et des regards dans notre direction. Si seulement le sol pouvait s'ouvrir et m'avaler tout de suite. Ce soir-là, remarquant que j'avais l'air fatiguée, Margot m'a demandé si tout allait bien entre Charlie et moi. Alors, je lui ai tout raconté. Je pensais qu'elle serait furieuse contre moi, mais non, elle a simplement soupiré et m'a dit de dire la vérité et de rompre avec Charlie avant que les choses ne deviennent trop sérieuses. C'est la meilleure solution pour nous deux. Et aussi, j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur Charlie. Les gens disent qu'il est un peu instable, tu ferais mieux d'en finir avec ça le plus tôt possible. Oui, Margot a raison. La prochaine fois que je verrai Charlie, je mettrai fin à tout ça une fois pour toutes. Je n'ai pas eu à attendre longtemps, car ce dimanche après-midi, Charlie est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi et que j'allais l'adorer. D'accord, on dirait qu'il s'est donné beaucoup de mal. Alors, il valait mieux que je ne rompe pas avec lui avant le retour à la maison. On y est presque! En entendant ce que Charlie a dit, j'ai regardé par la fenêtre et... Oh mon Dieu! C'est un endroit pour faire du saut à l'élastique! Donc, pour faire court, je suis là, à 200 mètres du sol, mes jambes tremblent comme une feuille et mon cœur bat la chamade. J'étais sur le point de pleurer de peur
quand soudain j'ai entendu une musique romantique derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Charlie poser un genou à terre. Derrière lui, des employés aux aguets tenaient des roses et des bougies tout en se balançant au rythme de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que nous ne sortons pas ensemble depuis longtemps, mais il est clair que nous sommes faits l'un pour l'autre. Luna, veux-tu m'épouser? Quoi? Je l'ai mal entendu. Je veux dire, je n'ai que 17 ans. Voyant mon regard perplexe, Charlie s'est empressé de dire « Je sais que nous sommes encore au lycée, mais nous pouvons attendre jusqu'à la remise des diplômes, puis nous aurons le plus beau des mariages juste après. » C'était de la folie. Je suis restée là, enracinée au sol, ne sachant pas quoi faire, et le fait de voir tout le monde me regarder et attendre me mettait encore plus sous pression. J'essayais de comprendre tout cela lorsque Charlie m'a passé la bague au doigt. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, comme d'habitude, je n'ai rien fait. Ma stupide main est restée figée sur place et à la fin, ça s'est passé comme ça. Non, je ne pouvais pas laisser ça arriver. Charlie, en fait, je n'ai pas de sentiments pour toi. J'allais te le dire aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses finissent comme ça. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Si tu ne m'aimais pas, tu ne m'aurais pas laissé te mettre la bague. Donc, j'ai tout expliqué à Charlie. Son visage s'est assombri de déception. Je me suis sentie si coupable. J'aurais dû être franche avec lui dès le début et rien de tout cela ne serait arrivé. Nous pouvons toujours être amis, n'est-ce pas? J'ai demandé. Mais Charlie a répondu sans même me regarder. Si tu ne m'aimes pas, alors pourquoi me donner de l'espoir? Pourquoi ce ton sans émotion? C'était comme s'il s'était transformé en une personne complètement différente. Effrayée, je me suis tue, n'osant pas lâcher le moindre mot. Je serais bientôt à la maison et loin de cette atmosphère étouffante. Mais, alors que Charlie conduisait, j'ai remarqué que les environs devenaient de plus en plus étranges. Ce n'est certainement pas le chemin du dortoir. Finalement, la voiture s'est arrêtée sur un site de construction abandonné. « Luna, sors de la voiture !» Sentant son ton irritable, j'ai fait ce qu'il a dit. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu comprennes qu'on est faits l'un pour l'autre. Ensuite, appelle-moi. » J'ai regardé avec horreur comment il est parti et m'a laissée là. J'étais toute seule au milieu de nulle part. Paniquée, j'ai appelé Margot à l'aide. Mais dès qu'elle a décroché, mon téléphone n'avait plus de courant. J'ai exploré la zone, mais elle était complètement déserte. Serais-je coincée ici pour toujours sans que personne ne le sache? Il se faisait tard, je n'avais presque rien mangé ni bu toute la journée, et je me sentais désespérée. J'ai éclaté en sanglots, puis tout s'est assombri autour de moi. Je me suis réveillée dans les lumières de l'hôpital. Margot a sauté pour me faire un câlin, puis m'a expliqué ce qui s'était passé. Il se trouve que cette nuit-là, après que je l'ai appelée, elle a vérifié ma position sur Snapchat et a vu que j'étais dans un endroit désert. Sentant que quelque chose n'allait pas, Margot et le responsable du dortoir sont partis à ma recherche et m'ont emmenée à l'hôpital. Charlie a été sanctionné et détenu pendant 1 mois pour les problèmes qu'il avait causés. Après cette horrible expérience, j'ai beaucoup parlé avec Margot. Elle m'a réconfortée, encouragée et m'a dit qu'il semblait que mon désir de plaire aux autres provenait d'un traumatisme d'enfance. Ce sont peut-être les paroles de ma mère. « Si tu veux que je t'aime, il faut que tu sois gentille », qui ont créé le caractère que j'ai maintenant. Je ne pouvais pas continuer à laisser le passé me détruire. Alors, cet été-là, quand je suis retournée chez moi pour voir ma mère, nous avons exprimé nos sentiments et affronté nos problèmes. J'ai enfin compris qu'être gentil avec les gens n'était pas une mauvaise chose, mais qu'accepter des choses juste pour ne pas décevoir les gens n'est pas du tout la bonne chose à faire. Avec l'aide de Margot, j'apprends pas à pas à dire non aux choses que je ne veux pas faire. Parce que la vie est bien trop courte pour dire oui à tout.